Quand l'IA est arrivée, on vendait plusieurs dizaines voire centaines de textes par jour et du jour au lendemain plus de commandes quoi. Demain, qui fait un backlink sur un serrurier à Paris? Tu te lèves pas le matin en disant je vais parler du serrurier à Paris, il était vraiment sympa. Avec une encre, serrurier Paris. Voilà, ce serrurier Paris est très sympa. Non. Donc déjà que c'est un peu pas vraiment naturel, mais en même temps c'est la base du web, c'est que les sites se font des liens entre eux et que l'un parle de l'autre. Mais il y a des thématiques où c'est pas, voilà, autant citer une étude sur, je sais pas, l'augmentation des prix des serruriers à Paris depuis 1920. Là, ok, c'est un intérêt, je fais un lien vers l'étude, mais vers la home ou la page d'accueil d'un serrurier à Paname, tu vois, il y a pas forcément. Donc j'évite de faire de l'encre exacte, j'essaye de rester au maximum dans le naturel. Pour moi, ça serait d'aller chercher une notoriété de marque et d'aller montrer à Google que tu as du trafic ailleurs que sur Google. Donc, regardez sur TikTok s'il n'y a pas des petites vidéos à faire, des shorts, allez sur Instagram chercher des photos d'ambiance ou de sa théma pour acquérir du trafic, même si c'est pas du trafic direct, parce que sur ce type de réseau, faut aller cliquer sur le lien. Sur du tweet TikTok, tu peux pas forcément mettre ton lien dès le début et tout. Mais ça serait vraiment de faire en sorte qu'on tape la marque dans Google et que tu deviennes vraiment une marque référente sur le sujet. Tu prends des fois des templates de sites, entre le lien vers le thème WordPress qui est utilisé en bas, tous les réseaux sociaux en ribambelle, CGV, CGU, mention légale, machin, qui sommes-nous, pourquoi, partenaires, mes amis, mes copains, mes potes, t'as déjà 50 liens différents et en fait, toi, le pauvre lien que tu vas rajouter dans ton contenu, il a un dixième ou un centième de ce qui pourrait passer comme jus parce que t'as toute une perte autour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Position Zéro, toujours en bonne compagnie. Lucas, comment tu vas? Écoute, moi ça va très bien, je suis très content d'être avec toi et avec l'invité que tu vas présenter. Exactement, on a un super invité, on a la chance d'avoir Elliot. Elliot, beaucoup connaissent dans le SEO puisque tu as été présent depuis longtemps dans cette sphère, c'est depuis 2010 que tu en fais. Avant de te présenter, on va juste donner un petit mot à notre sponsor sur cette vidéo qu'on remercie et que vous voyez sur nos magnifiques tenues. Merci pour les vestes. On a chaud d'ailleurs, en plus il neige dehors. Ouais. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Paul Grief, fondateur de Tot SEO, tu veux dire un petit mot sur cette plateforme d'optimisation sémantique? Carrément, donc Tot SEO, Tot ça s'écrit T-H-O-T. Si vous voulez chercher sur Google, vous tapez T-H-O-T SEO. Donc Tot SEO, plateforme d'optimisation sémantique qui te permet en fait d'optimiser tes textes, que tu sois rédacteur web, que tu sois juste quelqu'un qui a besoin d'écrire un contenu un petit peu optimisé SEO. Plateforme très puissante. Moi, j'utilise beaucoup à titre personnel. Ce que j'adore, c'est que les recommandations de mots-clés, moi, tout ce que j'ai fait, ça m'a toujours permis de mieux me positionner. Donc, en gros, l'outil, tu vas dire, je veux me positionner sur ce mot-clé, et il te dit, faut aussi aborder ces thèmes-là et autres, quoi. Très intuitif. Ultra intuitif. Et depuis peu, il a ajouté les recommandations de maillage interne aussi, tu vois, où il va te dire, si tu veux optimiser un petit peu cette page-là, je te conseille de mettre un lien depuis cette page de ton site. Et du coup, tu vois, ça booste encore plus derrière. Suggestion de mots-clés, cannibalisation de contenu également. C'est un outil qui est très intuitif, même pour les non-SEO. Donc, on recommande. On a d'ailleurs un petit code promo qu'on mettra dans la description. Tot SEO, n'hésitez pas. Et on va commencer dès à présent les présentations. Rebonjour Elliot. Donc, pour te présenter, tu es le créateur de Content Rank, une plateforme dont on parlera juste après. Et également de la SEO by Night qui a eu lieu le 28 et 29 février. C'est ça. Ce qui est marrant, ce qu'on s'est noté, parce qu'on se note un petit peu des petits trucs sur Influencer, c'est que tu es soit souvent en tongs. D'ailleurs, Patrick hier me dit, mais c'est sûr qu'il va venir en tongs. Et non, c'est les Converse roses, soit l'un, soit l'autre, elles sont magnifiques. Et on te reconnaît. Il y avait neige aujourd'hui, donc pas de. C'est vrai, c'est compliqué les tongs quand il neige, mais je suis très team tongs aussi, personnellement. Et tu es le vice-président du SEO Camp qu'on dit actuellement, qu'on a renommé FEPSEM, avec également Patrick qu'on a eu hier. On vous met également l'épisode dans la description, Patrick Valibus. Et tu es l'ambassadeur de Yoda. Voilà pour la présentation. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur Content Rank, sur Yoda? Est-ce que j'ai oublié peut-être des éléments de présentation que tu aimerais? Alors, oublier, non. Déjà, je suis content d'être là. Donc, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Content Rank, plateforme de rédaction de contenu optimisée pour le SEO. Donc, l'idée, c'est de fournir des contenus qui se positionnent sur Google dans plusieurs langues.
Mais voilà, que ce soit des articles de blog ou des pages e-commerce, des pages de catégorie haute, voilà, tout ce qui est contenu. Et Yuda, qui est à la fois un tout nouveau parce qu'il est en train d'évoluer pas mal et un des premiers outils SEO. L'idée, voilà, c'est de fournir un outil qui est plutôt orienté sur les directions marketing pour avoir une relation en fait entre le marketing et le SEO, être capable de dialoguer sur des métriques qui parlent en fait à un marketeur ou à un dirigeant d'entreprise, quoi. Voilà. Très clair, très cool, très sympa. Et du coup, c'est deux outils qui font sens d'ailleurs ensemble. Et super content. Merci de ta venue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tu es né le 4 juin 1985 et Oui. tu sais que tu es né le même jour qu'Angelina Jolie. Ah, je savais pas, tu vois. Voilà, Quoi. tu l'as appris. J'aurais appris quelque chose. Voilà, tu as dit que tu allais boire un verre après, donc tu pourras le raconter. Et, très important, tu es d'Orléans, comme moi qui est ma ville natale. Tout à fait. Donc, vous voyez, il y a du SEO, les gars, à Orléans. D'ailleurs, ton événement SEO by Night a eu lieu à Orléans. Exactement, ouais. Depuis, c'est la 5e édition. C'est la 5e édition, ouais, c'est clair. Trop bien. Et espérons que ça dure dans le temps, parce que franchement, c'est un événement très quali. Les invités également, il y a eu Pierre Bruat, les frères Perronnet, on a eu Laura Blanchard qui était là tout à l'heure. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc c'est cool, une belle audience. Les mêmes invités que le podcast, donc j'espère que c'est bon signe. Forcément. Donc voilà pour la présentation, en tout cas un gros profil SEO et ça va être cool de creuser parce que on en a eu pas mal des anciens dans les SEO, mais on a eu quelques nouveaux dans les SEO, donc ça va être intéressant de voir aussi l'évolution du SEO au fil des années. Et je vous propose directement de commencer par le premier format de ce podcast, la marmite du SEO. Jingle. La marmite du SEO, là, la question c'est tout simple, c'est de comprendre un petit peu ton parcours SEO, comment tu es tombé dedans. Et donc, je te pose tout de suite la question, comment tu es tombé dans le SEO ? Alors complètement par hasard, comme plein de gens j'imagine. Tout tout simplement, non, un copain avait un site, on développait ensemble un site de réservation d'hôtel dans les années 2010, un petit peu avant. Et tout simplement, je me suis posé un jour la question, pourquoi lorsque je fais une recherche sur Google, il y a un premier, il y a un deuxième, pourquoi il y a un dernier, pourquoi il y a des gens qui sont en premier avec de l'ADS et du sponsorisé. Et puis en creusant, j'ai un peu fait comme tout le monde, je suis tombé sur Abondance, Olivier Andrieux, et puis j'ai commencé à creuser, puis je me suis aperçu, ça me passionnait, 2, c'était fun à faire, et puis surtout, c'était super impactant quand tu arrives déjà à l'époque, c'était vraiment première page, ça suffisait, mais voilà, dès que tu arrivais en première page de Google, tu voyais tout de suite des visiteurs, tu avais tout de suite des retours, des contacts, des formulaires, des demandes, c'était hyper cool en fait, t'existais quoi. Donc voilà ma première approche, et puis j'ai trouvé ça tellement cool que j'ai continué de creuser. Voilà. Très cool. Et du coup, ce site de réservation d'hôtel, qu'est-ce que c'est devenu ? Ça n'a pas fait long feu parce que c'était un gros business, surtout à l'époque, puis le truc est assez compliqué en soi. Donc ça m'a permis de me lancer en SEO et puis après j'ai fait autre chose. Ça a été un petit tremplin, quoi. Ouais, très cool. Et après, du coup, création de site, édition de site ou tout de suite consultant après Non, en fait, je me suis associé avec Alexandre, donc c'était déjà en 2010-2011. Lui faisait des sites internet, donc c'était agence de com un peu globale, on faisait des cartes, des sites web, du marquage voiture. Et puis lui, il avait fait un espèce de template en HTML c'était les premiers sites déjà. Donc pour le plombier avait un site qui était violet et puis l'électricien avait un site qui était bleu, mais ça plaisait et tout. Et puis il avait déjà commencé à remplir les premières balises méta, ainsi de suite. Puis moi, en arrivant, en creusant, on a eu une cliente, une des premières clientes, c'était sur des cours de langue. École de langue, cours de langue. Et en faisant le site web, je me suis aperçu qu'on pouvait faire plein de langues dans plein de villes. Donc du coup, j'ai commencé à creuser. Donc ça a été les premières prestations SEO, mais évidemment qu'on ne vendait pas, c'était compris dans le site web à l'époque. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit tiens, ça peut être une prestation. J'ai creusé ce qui se vendait, et puis on a commencé à séparer création de site, référencement naturel. Par la suite, puis après ça a été les rencontres avec Laurent Bourrelli et puis SEO by Night & Co. Où là j'ai creusé vraiment la presta SEO, mais voilà comment on a commencé à en proposer en fait, sans trop savoir ce qu'on faisait. Ouais, cool. Et aujourd'hui, vous êtes toujours associés ou... Tout à fait, on est toujours associés, d'autres associés nous ont rejoints, et donc c'est comme ça qu'on a développé aussi ContentRank, des propres sites, on a eu des sites e-commerce qu'on a développés, on fait aussi de l'édition de sites, on a gardé toute la partie prestation agence SEO. Ouais, cool. Laurent Bourrelli, qu'on salue si tu nous écoutes. Salut Laurent. Très cool. Écoute, je pense que juste une anecdote et puis après on lance le pain sur la planche. Moi, je t'ai découvert la première fois parce que
Je voulais faire des t-shirts pour mon blog sur la bière. Ok. J'étais à 2 doigts de le ramener, le t-shirt, parce que je l'ai retrouvé. Et donc, Elliot, à un moment, tu avais Dropship Print, On a toujours, oui. que tu as toujours, ok, super. Et du coup, ouais, effectivement, moi, j'avais fait des t-shirts que j'avais vendus un peu via le blog sur la bière pour faire des cadeaux en plus. Et du coup, je t'ai passé par Dropship Print. La preuve que Dropship Print était bien référencé et qu'il y avait un vrai SEO derrière, parce que c'était le premier. Petite anecdote. Ouais, et pour la petite histoire, on a aussi lancé toute une série de sites en EMD sur les t-shirts. Et donc, du coup, là, mon expérience SEO avait aussi été utile, puisqu'on on a déployé pas mal de petits e-commerce en t-shirt. Quoi. Très cool. Vous enverrez une photo. Ouais, je ferai, voilà, on fera ça. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais eu un problème avec une commande et c'était toi qui avais répondu directement. Donc, tu faisais une C'est partie toujours, du- à chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on a une activité, Mm. on a toujours assuré et le SAV et le développement et un peu tout. Parce que voilà, ça permet aussi si tu veux, de toucher au problème et puis de se dire, quand t'en as marre de gérer du SAV, tu vas chercher à le résoudre, plus que si tu as quelqu'un qui s'occupe du Ouais, SAV c'est en clair. fait. Ouais. Voilà. Super. Très cool. Ça fait une belle transition pour le second format, Exactement. qui est le pain sur la planche. Jingle. Troisième format de ce podcast que vous commencez à bien connaître, le pain sur la planche. Ça sonne très français d'ailleurs. On en a mangé hier en plus, une planche avec Oui, Patrick Valibus Ouais. de l'épisode d'hier. Pain sur la planche, on va vraiment s'intéresser à ton quotidien en tant que SEO, mais en tant qu'entrepreneur de manière beaucoup plus large. Ma question pour toi, c'est quelle est une journée type de travail de ton côté? Je sais que c'est complètement différent parce que tu as plein d'activités transverses, mais si tu devais aller faire une journée type avec un mix de tout ça, quelle serait-elle? Bah, quelle que soit l'activité, c'est toujours un peu la même chose. L'idée, c'est d'arriver, de briefer un peu tout le monde et de voir ce qu'il y a à faire dans la journée en fait, avec des objectifs clairs pour chacun. Tu vois, histoire qu'on sache à la fin de la journée ce qui a été fini, ce qui est fini, pas fini à faire, ce qu'on a réussi à faire la journée d'avant, ce qu'on est en retard. Évacuer immédiatement tout ce qui potentiellement est un problème ou tout ce qui va te prendre la tête ou un truc qui te chagrine de la journée, c'est de le faire tout de suite. Tu vois, il y a un client, je sais pas, il y a un truc à appeler ou tu vois, on parlait des SAV tout à l'heure. Ouais. Tu as un SAV qui traîne, tout de suite, je veux le traiter ou jouer avec la personne qui le traite pour qu'on évacue. Comme ça, tout le reste de la journée, c'est que il y a rien de, tu vois, tu gardes pas un truc stressant jusqu'à 5h moins 10 histoire de le traiter, ce qui te pourrit ta journée. Et donc, c'est brief, lancer tout le monde. Après, moi, j'essaie toujours de faire au moins 2 heures de R&D par jour, qui des fois servent à rien parce que j'aboutis à rien, mais au moins de bricoler, de chercher. Il me reste un peu de... Alors, plus on avance, plus on travaille en équipe, donc j'essaie plutôt de travailler avec les équipes que de faire moi-même. Mais après, c'est toujours un peu de dossier, tu vois, des choses un peu compliquées ou des choses que les équipes peuvent pas faire, ou c'est moi qui vais fouiller ou qui vais chercher. Et après, généralement, en fait, vu qu'il y a plusieurs équipes, il y a tu sais, le commercial, le phoning, le SEO. Je tourne un peu sur différents pôles et puis il y a toujours une question, quelque chose à creuser. Donc en fait, la journée passe assez vite. Et puis souvent le soir, quand le bureau devient un peu. On n'est plus qu'entre associés, tu vois, à 17, 18 heures. C'est plutôt là où on fait les points de débrief de la journée, où on réfléchit plutôt à demain et pareil, on se pose des questions. Bah là, aujourd'hui, on a telle offre, demain, est-ce qu'elle va encore exister? Comment on peut l'améliorer? Qu'est-ce qu'on a eu comme retour aujourd'hui? Et c'est pas mal aussi de R&D, mais pas de la R&D pure SEO, plutôt de la R&D développement business, quoi. Ouais, cool. Et du coup, en R&D SEO, ce que tu disais, tu essaies d'avoir 2 heures par jour, enfin R&D en général. Ouais. Tu comptes quoi un peu là-dedans tu as des exemples de tâches peut-être? Alors, c'est souvent parfois des tâches qui ne mènent à rien. C'est-à-dire que je vois un bout d'outil ou un truc qui me plaît, je commence à creuser, puis au final, soit ça amène à rien, soit ça amène qu'il faut encore repasser du temps. Mais oui, ça peut être, tiens, je vais essayer, je sais pas, 5 liens non indexés vers une page, tiens, est-ce que ça va pousser telle autre page, par exemple? Je vais essayer 5 liens forum, est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner? Je vais essayer de rédiger un contenu de telle manière, je vais essayer de l'optimiser. Je vais essayer de chercher de nouveaux mots-clés, je vais regarder comment tel site fonctionne. Et c'est comme ça qu'on fait du SEO. En vrai, ouais, mais bien, c'est hyper chronophage. C'est-à-dire que c'est à la fois du temps
très bénéfique parce que quand j'ai trouvé quelque chose, je le ramène aux équipes, j'ai regardé tel truc a marché. Autant des fois, je passe des heures et des heures, je ramène rien en fait. Tu sais, t'as été pêché, C'est la pêche. Ouais. c'est la pêche. Comme le Exactement, pêche, ouais, tout à fait. Ouais, Mais ouais. t'as lancé ta ligne, tu vois, et puis t'as bourriché vide, donc bah, t'as rien ramené. Mais c'est comme ça qu'on trouve, tu vois, prendre des thémas hyper concurrentiels, puis voir, bah tiens, en 6 mois, un tel, il a fait plus 20, plus 50 ou plus 10 positions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour en arriver là? Et comment est-ce qu'on peut répliquer? Donc des fois, c'est de l'ordre du hack où tu peux pas le répliquer pour un client, parce que c'est vraiment le truc qui soit va pas tenir dans le temps, soit qui est vraiment craignos ou border. Soit c'est quelque chose que tu peux dépliquer, t'en fais une méthode en se disant, bon, bah voilà, on a vu telle chose, comment ça peut... comment on peut le dupliquer à d'autres business ou d'autres clients, quoi. Ouais. C'était Laurent Bourrelli là, qui récemment a fait une conférence à Strasbourg. Il disait quelque chose et ça m'a marqué parce que je pense que c'est aussi ça vraiment, le SEO. Il disait en fait quasiment tous les jours ou toutes les semaines, il va voir des SERP sur lesquels il travaille même pas, mais genre rachat de crédit. Ok. Il va aller le voir chaque semaine, il va aller voir l'évolution en quelque sorte dans sa tête. Ouais, tu vois, il a 15 ans d'évolution de rachat de crédit quoi. Et il donnait même, alors voilà, il disait, mais ça c'est un exemple qu'il donne aussi dans sa formation, mais il disait, voilà, tapez La Liga, donc le championnat de foot espagnol, et vous allez voir ce qui ressort sur Google, et vous comprendrez que bah, c'est plus ou moins ce que Google veut dans le futur, tu vois, c'est ce qu'il citait dans sa conférence, Ouais, et c'est c'est vrai que intéressant. tu vois, d'aller tous les jours regarder même une thématique SERP, ouais. concurrentielle, une SERP, Voir et comment tu ça regardes. bouge, Ouais. effectivement. C'est intéressant. Et en plus, on parlait de R&D. Cette année, justement, moi, il y a un sujet qui m'intéresse du côté de Content Rank. Comment, justement, tu as pu contrer pour pouvoir pérenniser de l'activité avec l'arrivée de l'IA sur ce secteur? Alors, bah, on n'a pas réussi. Ouais. Non, mais clairement, quand l'IA est arrivée, je veux dire, on vendait plusieurs dizaines, voire centaines de textes par jour, et du jour au lendemain, plus de commandes, quoi. Tout le monde Du focus jour au sur l'IA. lendemain, Ah, quoi. du jour au lendemain, ouais, Wow. clairement, annonce de ChatGPT, Ah ouais, ça annonce s'est fait d'OpenAI. ressentir Ouais, direct. ouais, ouais. On avait déjà, si tu veux, les prémices depuis juin, avec différents outils d'IA, les Jasper, Jarvis, Ouais, c'est Co. Marco. Ouais, exactement. On avait quand même quelques symboles où les gens commençaient à citer. C'était pas aussi prononcé. Et quand ChatGPT est sorti, là, clairement, les gens. Parce qu'avant, il fallait quand même te connecter par API, il fallait avoir réussi à ouvrir un compte. Donc au début, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tous un peu mitonné OpenAI. Moi, j'avais un projet de start-up qui était d'aider les Français à répondre à leurs courriers institutionnels ou les courriers de l'État. Comme ça, j'avais réussi à avoir un compte OpenAI qui était ouvert avant. Ouais. Et puis, on avait fait nos premiers tests. Donc, ceux qui touchaient, mais il y a plein d'agences et plein de SEO qui touchaient à l'IA bien avant de ChatGPT. Mais quand ChatGPT est arrivé, n'importe quel éditeur, n'importe quel SEO, n'importe qui pouvait s'y mettre. Donc, on a subi 6 mois parce qu'en gros, personne ne savait. Je veux dire, on ne savait pas si c'était une mode, si les premières versions n'étaient pas au top. Ça a été très, très vite pour s'améliorer. Là, on arrive à peu près à une stabilité du marché où les gens ont à peu près choisi leur camp. On connaît les thématiques que l'IA peut produire. On sait comment utiliser l'IA pour la rédaction de qualité. Donc, l'IA ne pisse pas un texte toute seule. Il faut quand même y passer 20 minutes, une demi-heure pour être aidé. Mais voilà, en une demi-heure, avant, tu faisais peut-être 500 ou 1000 mots. Maintenant, tu doubles ta prod, voire tripler ta production. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et il y a plein de thémas que l'IA ne peut pas faire. Notamment les thémas, pas forcément de l'actu, parce qu'elle y arrive si on la nourrit bien, mais plutôt des thémas un peu complexes ou des choses qui sont liées à de la législation ou à des règles qui évoluent. Et puis des e-commerçants ou même des grosses sociétés qui ne veulent pas risquer que n'importe quoi soit dit sur elles ou qu'il y ait une grosse bêtise de publier. Donc là, il faut encore confiance à des humains. Le truc, c'est que c'est pas encore stable, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de gens qui reviennent à la rédaction humaine. On a perdu beaucoup de rédacteurs. D'accord, donc t'as vu ce passage de Ouais. personnes qui avaient utilisé et qui étaient revenues à la rédaction. Exactement, humaine, qui ont essayé l'IA et puis qui voient que pour eux Mm. dans certains cas, dans leur business, ça ne convient pas, par exemple, ou ça convient pas pour leur site web, mais que ça convient, mettons, pour leur PBN ou pour du netlinking, ça convient, mais pour une partie de leur biz, ça convient pas. Donc, ils reviennent à l'humain. Et là, on a encore un déficit de rédacteurs où à un moment donné, où on avait beaucoup de rédacteurs, on avait un équilibre, tu sais, demande et rédacteurs. Maintenant, on a plutôt un équilibre où il y a encore un peu de demande, moins de rédacteurs, mais le marché n'est pas encore stabilisé. C'est super intéressant. Et toi, quel est ton retour sur l'IA? Qu'est-ce que tu penses de la rédaction avec l'IA pour le SEO? Et est-ce que, par exemple, tu as déjà peut-être des retours concrets de contenus qui ont ranké grâce à l'IA? Est-ce que tu pourrais nous apporter un peu ton retour d'expérience sur l'IA et le SEO? Alors, moi, l'IA, je le vois vraiment comme un outil.
C'est-à-dire que ça améliore ta productivité et tu vas aller plus vite. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de se dire est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on refuse l'IA. On n'a pas le choix, l'IA est là. Il faut quand même avouer quelque chose. Elle ne pisse pas, même avec le meilleur prompt, un texte de 500 ou de 1000 mots optimisé qui est nickel, qui enverra des bons signaux à Google. On a des phrases du style « plonger dans l'immensité ». Il est crucial de bien choisir sa doudoune. Si tu choisis mal ta doudoune, on va tous mourir. Donc, c'est toutes ces formulations que... Bullshit, il est très important de bien choisir ses critères. Ouais, donne-moi lesquels. Quels critères si tu veux affronter l'hiver, allons surfer sur la vague de... Tu sais, bon. Et c'est purement de l'IA. Mais par contre, donc si on lui balance un sujet, même avec des prompts, on a testé des prompts d'une taille pas possible, si tu lui fais pas des allers-retours, si tu la nourris pas, t'as pas un bon résultat. Donc, on a essayé de balancer des dizaines, des centaines d'articles, machin, ça tient, ça se fait éclater, parfois ça tient pas ou autre. En réalité, si vraiment tu veux bien l'utiliser et tu veux monter quelque chose à long terme, c'est de l'utiliser comme un outil. Par exemple, voici 3 contenus, fais-moi une synthèse et donne-moi les points principaux de tous ces contenus qui peuvent intéresser. Ok, maintenant rédige-moi chacun des paragraphes en amenant tel point. Ok, prends un angle différent et traite-moi. Voilà, sauf que, en fait, il y a quand même passé une demi-heure ou 20 minutes. Ouais, bien sûr. Beaucoup moins qu'avant, mais tu as quand même passé un petit peu de temps. Donc, ça n'a pas changé le problème, c'est que les gens qui n'ont pas le temps de rédiger continuent de ne pas avoir le temps de rédiger, donc ils achètent un contenu, et ceux qui ont le temps de rédiger vont plus vite, mais prennent le temps de rédiger. Donc, tu n'as pas changé le problème, la seule chose, c'est que tu as changé la perception de l'offre, où maintenant, parce qu'un rédacteur va céder de l'IA, le texte ne vaut rien. Voilà. Et les gens te disent non, c'est un bal. Non, c'est pas un bal. Le rédacteur y a passé quand même une demi-heure, 40 minutes, donc ça a un coût. Oui, mais comme c'est de l'IA, on le paye moins cher. Non, c'est faux. Donc aujourd'hui, le marché est en train de se reconstruire comme ça, à savoir combien coûte un contenu, à combien on vend pas, qui est prêt à payer quoi. Avec aussi le côté un peu où je peux comprendre les clients, si tu veux, ils ont peur d'acheter de l'IA. Je comprends, il n'y a aucune raison de payer 20, 30, 50 euros un contenu, alors que le rédacteur, il a mis 1 minute pour aller sur ChatGPT et te le donner. Voilà, ça convient pas. Mais ça fait qu'on devient parano. Donc, tu as plein de gens qui te disent qu'ils sont devenus des chercheurs d'IA, même pas des chercheurs d'IA, tu sais, des détecteurs d'IA comme ça, et en lisant, soi-disant, ils détectent l'IA, quoi. C'est plutôt une manière de se défendre et de faire attention de ne pas acheter n'importe quoi. Donc le marché est encore un peu brouillon pour moi de la rédac. Ce qui est clair, c'est que si on l'utilise comme un outil, on peut faire des beaux contenus, mais tout seul, non, ça remplit pas un site en automatique. Ou alors dans certaines thématiques, comme par exemple les biographies, ça marche bien. Les recettes de cuisine, ça peut se nourrir seul. C'est-à-dire que tu peux avoir toute une boucle. Là, tel jour, il fait telle température, trouve-moi une recette. Et là, tu peux faire un menu. Ouais. Mais vraiment, un contenu sur un blog automobile, ça ne le remplira pas tout seul. Ouais, c'est plus un assistant qu'un remplaçant. Complètement. Ouais, puis il est vraiment genre l'IA, que ça soit n'importe quel modèle. Il y a Claude, il y a Mistral, il y a OpenAI, il y en a plein des modèles. Là, aujourd'hui, on parle que de ChatGPT et OpenAI, mais il y a plein d'autres choses qui existent, qui des fois font des meilleurs contenus que ChatGPT. Et c'est vraiment un assistant. C'est-à-dire que si on lui demande une tâche très précise, voici des données, fais-moi ça. Là, ça marche très bien. Par contre, si on lui balance un truc, rédige-moi 500 mots sur, même si on lui donne plein de critères, ça donnera pas quelque chose d'assez qualitatif pour dépasser l'humain, quoi. Puis il est pas pensé pour le SEO à la base. Ouais, non, voilà, il est pas genre c'est des classifieurs, il est fait il fait plein de choses, il peut classer des données, il peut réfléchir, il peut voilà, par exemple, un exemple simple, c'est je lui donne 50 titles et je lui demande parmi les 10 catégories de mon blog de me les classer. Ça, il le fait parfaitement. Voilà. Et effectivement, on gagne énormément de temps à faire ça. Ouais. J'adore les formations que je fais, SEO ou autre. Tu vois, à la fin, je vais lui donner le script et je vais lui demander fais-moi un quiz sur ça. Et là-dessus, il dit alors c'est parfait, quoi. Ouais. C'est super. Alors qu'avant, je devais réfléchir, c'était quoi les questions, même sur mon blog sur la bière, quoi. La formation, ouais, voilà, tu vois, j'ai dit fais-moi un quiz. Et les gens me disent, ils sont géniaux, les quiz, ça augmente vraiment l'expérience. Même des résumés, passer d'un contenu texte à un contenu vidéo. Voilà, voici mon contenu de 5 ou 600 mots, je voudrais en faire une vidéo. Donne-moi le hook ou donne-moi le truc qui va. Voilà, donne-moi
la phrase qui va faire que l'internaute s'arrête pendant qu'il est en train de scroller. Quand est-ce qu'il s'arrête exactement sur ma vidéo? Ok, ça c'est le hook. Maintenant, tu vas me faire les premières phases et tu fais ton script de vidéo. Là, il est très fort. Ouais. Mais tu l'as nourri, tu lui as donné quelque chose de base. Et pour moi, c'est un outil. Au même titre qu'on a des outils d'optimisation sémantique, où avant, tu allais lire 50 contenus, puis tu allais noter à la main les mots qui revenaient régulièrement. Là, maintenant, tu as un outil sémantique qui te dit quel est le champ lexical et comment tu dois utiliser et pondérer les mots. Là, voilà, tu as une IA maintenant qui est un assistant, et on serait idiot de pas l'utiliser. C'est clair. Et est-ce qu'on parlait des modèles, est-ce que tu pourrais citer peut-être aux auditeurs 3 points pour lesquels tu vas utiliser l'IA au quotidien? On avait parlé des titres par rapport aux catégories, c'est un bon point. On a parlé peut-être de retranscrire un contenu vidéo, ou à l'inverse, d'avoir un script vidéo à partir d'un texte. Est-ce que tu pourrais citer d'autres exemples? Des fois, pour prendre une décision, je lui mets les différentes. Voilà, je suis dans tel cas, voici les enjeux, voici les 3 choses qui s'offrent à moi. Donne-moi qu'est-ce que tu ferais, quel est ton choix, et donne-moi les raisons, explique-moi pourquoi, ou donne-moi les risques de telle situation, réfléchis aux enjeux de telle autre, ou donne-moi les avantages et les inconvénients. Il sort des fois plein de choses qui sont assez idiotes, mais dans le lot, des fois, il y a un petit truc qui ressort où j'ai un texte et puis j'essaye de lui changer tu vois, essaye par exemple ici d'être plus ou moins impactant, essaye de convaincre, essaye d'être aimable, moins aimable, essaye d'être, on va dire, plutôt sur un ton humoristique, plutôt sur toi, de changer, ou de lui dire, voilà, ce petit texte, fais-moi une accroche qui convient pour un post LinkedIn, fais-moi une accroche qui conviendrait pour un post Twitter, donne-moi le titre d'une vidéo. Donc lui faire convertir différents formats. Et c'est pareil, moi j'aime bien lui demander, donne-moi 5 ou 10 et je choisis dans... donne-moi 10 titres différents sous forme humoristique, par exemple pour telle accroche, et je vais choisir dans les 10, c'est-à-dire que je prends pas bêtement la seule qui me donne. J'aime bien aussi interagir avec et réfléchir un peu de... Et en parlant des titres, j'avais testé un truc la dernière fois qui marchait bien, j'avais pris tout le top 10 des résultats, j'avais mis tous les titres du top 10. Ensuite, j'avais dit, prends en compte toutes les occurrences de mots qui sont contenus dans ces liens. Et je lui ai dit, maintenant, essaye de me créer un titre qui a un angle plus percutant que ceux qui sont dessus et qui contient les termes en occurrence. Ouais. Et du coup, il m'a fait plein de propositions qui étaient hyper quali. Et j'avais posté le prompt moi, sur LinkedIn, mais c'était vraiment pas mal pour ça. Par contre, effectivement, pour la rédaction SEO, si on lui demande de créer un contenu optimisé pour les SEO, même si on a un prompt comme tu l'as dit, de 15 millions aussi beau qu'il soit, il ne fera pas le même taf. Mais comme tu dis, tu lui as mis une input, tu lui as dit voici les 15 titles de mes concurrents, trouve-moi un titre optimisé pour le SEO qui prenne un angle que les autres concurrents n'ont pas traité, ou le même angle ou autre. Tu lui as mis une entrée. Et en fait, c'est la base, genre l'IA est faite pour ça, c'est un modèle qui est censé qui répond à des questions, mais il faut lui avoir donné quelque chose. Donc là aujourd'hui, on a l'impression qu'il peut traiter parce qu'il a eu un dataset. Donc effectivement, c'est rigolo quand on lui demande quand est né le général de Gaulle. 9 fois sur 10, il a bon. Puis une fois de temps en temps, il se trompe. Et mais sur plein de sujets, tu génères plein de fois la même demande. Pareil, tu n'as pas les mêmes résultats, notamment dans ChatGPT. Quand tu as enchaîné plein de questions, il se nourrit de ce que tu as fait avant. Donc quand tu comprends un peu comment ça fonctionne, c'est vachement facile de l'utiliser, mais c'est pas fait pour te sortir quelque chose de zéro vers quelque chose de magnifique ou de génial, quoi. Faut lui donner de l'input. Et quand on a compris ça, on sait bien utiliser l'IA. Super. Très bon point. Et on va lancer la roulette du SEO. Jingle. Le principe de la roulette, c'est tout simple. Tu vas tirer 3 papiers et n'oublie pas de les lire à l'oral et de montrer à la caméra le papier. Puis voilà. C'est pas vraiment une roulette, comme tu peux le voir. Je mélange bien. Mélange bien, Alors, le premier, je fais quoi? Je tire les 3 d'un coup? Non, un par un. Bon, un par un. 3 conseils pour le SEO YouTube. Alors. J'ai celle-ci. Même l'an dernier. Je donne de la valeur ou pas? Tu nommes ton fichier du nom des... Tu utilises les mots-clés que tu vises dans le fichier avant de le télécharger sur YouTube. Tu spammes ton title à l'ancienne et tu utilises les bons hashtags, notamment les hashtags de tes concurrents que tu trouves dans le code source.
Notamment dans les hashtags, tu peux utiliser le hashtag d'un autre youtubeur très connu. Parce que ta vidéo sera proposée après ses vidéos à lui. Et vu qu'il a beaucoup de vues, tu risques d'avoir des vues. Voilà. Donc l'idée même, c'est par exemple, nous on mettrait hashtag frère Perronnet sur position 0. Par exemple. Ouais, mais oui, c'est ça. J'utilise beaucoup de TopBuddy pour ça. Complètement, ouais. Qui est un super outil qui te donne justement ces suggestions de hashtags. Et très clair, du coup, si on redécoupe un peu les étapes que tu as citées, la première, c'est de bien renommer son nom de fichier. Avant de charger sa vidéo, moi je spamme mes mots-clés, par exemple, définition SEO ou ranker SEO sur mon fichier. Alors ça, c'est, je l'ai fait, j'ai vu que ça a marché. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Je pense que oui, parce que le SEO YouTube n'a pas dû évoluer énormément. Quel est le poids exactement, mais même sur les images de blog, moi, chaque fois que j'upload une image, tu sais, ça alourdit le code quand tu as capture d'écran 2018, machin, truc. Parce que tu le renommes en majuscules, sans caractère, sans fioriture, 2 mots qui sont tes mots-clés, bah là, Google, c'est plus rapide pour lui de creuser ça, et ça, faut le prendre c'est un compte également. Ça, c'est un point super important parce que tu sais, les photographes, quand ils t'envoient des photos, souvent c'est photo 9400. C'est un enfer. Et donc toi, tu te poses pas la question, tu la mets sur ton site, mais en fait, il faut renommer l'image pour que Google puisse l'interpréter. Et même plus pervers, des mots-clés, par exemple, on parlait d'outils sémantiques, lorsqu'il y a des mots-clés que tu n'arrives pas à utiliser dans ton texte, bah, tu peux les mettre dans le nom de l'image. Effectivement. Que Google va lire ton cache et donc va lire le nom de l'image, ça te permet de caler. Quand tu n'arrives pas à caler des mots-clés, le mettre dans le nom, très intéressant. Et quand tu disais spammer les titres, bah voilà, définition SEO 2 points, ou à l'ancienne, quoi, un title à l'ancienne. Avec le mot-clé assez tôt dans le contenu. Toi, t'as pas mal bossé, Live Mentor, le SEO YouTube, il me semble. On en avait fait pas, bon, c'est pas des chiffres de ouf, on l'a fait passer de 4K à aujourd'hui, je crois, 20K, si je dis des bêtises. Non, moi, si je devais en citer quelques-uns, faire des playlists aussi, thématisées. C'est pratique et on a vu que ça avait fonctionné sur certains points. Utiliser un outil, on a parlé de TopBuddy, il y en a un autre aussi, j'ai oublié le nom. vidIQ, qui est très bien aussi, qui est très très quali. Et effectivement, peut-être compléter un petit peu la partie hashtag. Essayer de varier entre les gros hashtags, les hashtags plus longue traîne, l'hashtag running, les noms, comme tu as dit, des personnes, ça c'était très intéressant. Faut pas mettre tout le temps les mêmes hashtags, faut essayer aussi d'utiliser des hashtags qui sont liés vraiment à ta vidéo. À l'actu, à la vidéo. L'actu aussi, puis voilà, c'est quand tu parles de SEO, définition, tu vas aller orienter. Si après tu es plutôt sur du netlinking ou du backlink, tu vas pas tout le temps caler netlinking et backlink dans tes hashtags, tu les mettras que vraiment sur tes vidéos qui parlent de off-site. Donc, super intéressant. Et après, je pense un dernier conseil YouTube aussi, c'est publier régulièrement et avoir vraiment un rythme de publication. Et en plus, tu remarques, moi je le pense à titre personnel, je fais peut-être une recherche sur YouTube par jour et je regarde au moins 10 fois mon feed YouTube versus Google, je fais des centaines de recherches par jour. Donc le SEO YouTube, c'est important, mais c'est aussi, c'est un moteur de recherche bien sûr, mais c'est aussi finalement le feed. Et en entendant le feed, ça, il faut publier régulièrement. Partager ses vidéos. Le fait d'être connu aussi, c'est surtout ça qui va faire grimper dans YouTube. C'est moins comme au SEO écrit où là tu peux te positionner devant des gros sites. Sur YouTube, c'est vraiment faut être vu, faut être mis en avant dans les personnes. Tu peux intégrer tes vidéos aussi sur ton site, en iframe, du coup ça va te faire des vues en plus, mais c'est un peu comme tous réseaux sociaux, que ça soit TikTok, Insta ou autre, faut publier régulièrement, quoi. Et c'est très intéressant ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui copient-coller, qui embedent simplement le lien de vidéo. Ça alourdit. Il faut effectivement mettre le frame directement, c'est un point très important que tu dis, et merci de le rappeler. Deuxième papier. Deuxième papier. Transition. Allez, on va prendre un tout blanc. Boom. Maillage interne ou backlink? Les deux. Pourquoi vous voulez que je choisisse? Derrière cette question, c'est bien évidemment, on sait, mais quel est selon toi peut-être pas le plus important, ou alors donner peut-être une méthode sur les deux, parce qu'effectivement, les deux sont importants, externe, interne. Le seul truc pour moi qui va changer, c'est l'encre. Sur du maillage interne, je fais de l'encre exacte. Donc si par exemple j'ai, je sais pas, tout à l'heure on va parler tout à l'heure d'un audit sur des appartements à Marrakech, acheter un appartement à Marrakech, ça en interne je vais pouvoir faire mon encre exacte, j'ai pas peur et j'en abuse. En externe, on peut évidemment faire de l'encre exacte, faut pas trop en abuser. Donc j'ai plutôt évité et plutôt aller faire de l'encre branding sur le nom
sur le nom du site, sur la marque, par exemple, ou sur ce site qui vous propose d'acheter. Là, j'aime bien, moi, faire des encres. Semi-optimisé, Alors, c'est tellement long que c'est même plus du semi-optimisé chez moi, c'est limite des phrases. Et j'aime bien allonger mes encres, ou alors caler mon mot-clé à côté, 2 points, et là, je mets cliquer ici, ou une encre un peu plus généraliste. T'as un exemple d'encre un peu allongée que tu mettrais sur vous pouvez cliquer ici pour acheter un appartement à Marrakech, ou visiter cet appartement à Marrakech qui a une belle terrasse. Et ça, tu as vu que ça, tu as vu des signaux. J'ai vu que dedans, je mets de la sémantique, quoi. Donc, je mets mon vocabulaire et j'aide Google à comprendre de quoi je parle, sans risquer d'être trop précis en encre et de passer, si tu veux, dans tout ce qui va être suroptimisation dans mes encres. Ça fonctionne, genre clairement ça fonctionne. Après, il faut le mixer, ça dépend à quelle étape tu en es du backlink. Est-ce que tu en es dans une période de popularité où il faut que tu fasses connaître le nom de domaine et plutôt sur du branding, ou est-ce que tu es plutôt en train de travailler une page et un mot-clé précis, et là tu as besoin de faire monter, tu vois, une fois que tu as un site qui est ultra connu et qui a assez de backlink sur le host, bah, tu peux aller bosser la page en interne, et là tu fais pas les mêmes stratégies d'encre. Très important de prioriser ses choix en matière de netlinking. Et à quel point, toi, tu disais que tu abusais parfois un peu des encres optimisées en maillage interne. À quel point tu fais varier ces encres de liens? Une page égale un mot-clé. Donc les encres internes, c'est quasiment le même mot-clé tout le temps. Ouais, non, mais je disais par exemple, parce que je sais que par exemple sur les mentors, je fais aussi comme toi beaucoup de maillage interne, mais je vais pas tout le temps mettre formation SEO, je vais mettre formation référencement naturel, apprendre le référencement. Je vais varier pour augmenter ma couverture autour des mots-clés secondaires. Alors vraiment en interne, je fais peu de mots-clés secondaires. Et je prends le mot-clé que je vise et j'essaye. Alors par contre, je suis pas, je réfléchis un peu. C'est pas sur ce site de devis agent sécurité Paris. Non, c'est bon, devis d'un agent de sécurité à Paris. On est déjà assez opti pour être, tu vois, pour parler français et utiliser le bon vocabulaire. Donc voilà, mais je vais quand même rester, tu vois, pour acheter un appartement à Marrakech, cet appartement à la vente, sur cette page qui propose des. Donc je vais quand même rester sur le contexte très très proche, mais j'aime bien viser un ou deux mots clés en interne. Mais toujours c'est naturel entre guillemets, dans le sens où je force pas la phrase. C'est-à-dire que je rédige mon article et je sais que je vais évidemment trouver une encre sur lequel peut venir positionner mon lien en interne, parce que c'est logique d'en parler vu que je traite du sujet. Et si justement au contraire j'arrive pas à placer mon lien en interne, c'est qu'il y a un problème avec mon contenu. Donc je me dis plutôt quelque chose est mal rédigé, l'intro est mal faite, ou le détail dans le déroulement de l'article, il y a un problème, quoi. Et sur les encres en backlink, tu respectes un pourcentage du coup entre encre exacte, encre branding et sous-optimisé, on va dire En vrai, ça dépend de la théma. En règle générale, je suis autour des 8-10% d'encre optimisée. Ça, c'est mon objectif. En vrai, je les dépasse jamais, je les atteins jamais, parce que je suis tellement parano de l'encre optimisée que... En netlinking. En netlinking, pardon. En netlinking. En fait, les encres allongées marchent tellement bien que je les conserve, et je vois pas la nécessité de risquer d'aller un peu plus que voilà. Par contre, ça va aussi dépendre du site. Par exemple, si j'ai un très très gros site qui a un très gros média où je sais que ça va envoyer du jus et que je suis encore en dessous de mes pourcentages acceptables entre guillemets d'encre exacte, je vais aller faire une encre exacte. Parce que, tu vois, genre, je peux choper un article sur le Parisien, j'essaie de faire une encre exacte, ou sur un très très gros site. Et encore, le Parisien n'est pas le site qui envoie le plus de jus. Mais imaginons que je trouve un site qui m'envoie vraiment du jus, je vais prioriser l'encre exacte. Donc, j'évite en amont d'en faire, parce que comme je ne sais pas par la suite quand est-ce que je vais pouvoir trouver un gros site qui m'envoie de la steak, dès que je l'ai, hop, je sais que je peux poser mon encre exacte, parce que je suis cool dans mes niveaux, j'ai pas abusé avant, donc là je peux y aller, il n'y a pas de problème, quoi. Et tu as utilisé le mot flipper. Qu'est-ce qui te fait flipper par exemple, si je sais pas, t'envoies plein d'encre optimisée en netlinking pour nos auditeurs peut-être qui nous écoutent? Alors bon, on le connaît par la suite, il y a eu... En fait, c'est toujours la même chose, Google, on sait que ça marche, donc tout le monde le fait. Ils ont un peu trop abusé, je sanctionne. Et puis c'est un peu en dents de scie comme ça. Donc on sait que l'encre exacte fonctionne parce que Google se sert de l'encre pour comprendre de quoi parle la page d'en face. Donc si je, par exemple, vends, je sais pas moi, vends une tasse de thé, 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 on sait que la page parle de tasse de thé. Sauf que ça marche tellement bien que plein de gens ont abusé, donc Google a sanctionné. Et là aujourd'hui l'idée c'est que c'est, entre guillemets, c'est pas naturel, parce que déjà faire un backlink,
c'est forcément pas naturel, toujours ouais. naturel. Si en plus je vais dire sur le mot-clé, ouais, sur tasse de thé de, tu vois, bien non, sûr. c'est sur ce site qui vend Mm. des tasses de thé, ou si vous voulez acheter une Ouais, tasse de c'est thé, plus humain. allez voir ici. Tu vois, déjà que faire un backlink, c'est pas. Alors, il y a des thématiques, c'est évident, mais je veux dire, demain, qui fait un backlink sur un serrurier à Paris? Bien Tu te sûr, lèves pas le bien sûr, matin non, en mais bien disant, sûr. je vais parler du serrurier à Paris, il était vraiment sympa. Avec une encre, serrurier Paris. Voilà, Ouais, ce ouais, serrurier ouais, Paris ouais. est très sympa. Non, donc déjà que c'est un peu pas vraiment naturel, mais en même temps, c'est la base du web, c'est que les sites se font des liens entre eux et que l'un parle de l'autre. Mais il y a des thématiques où c'est pas. Voilà, autant citer une étude sur, je sais pas, l'augmentation des prix des serruriers à Paris depuis 1920. Là, ok, c'est un intérêt, je fais un lien vers l'étude. Mais vers la home ou la page d'accueil d'un serrurier à Paname, tu vois, il n'y a pas forcément. Donc, j'évite de faire de l'encre exacte, j'essaye de rester au maximum dans le naturel. euh, En me disant, mais c'est un peu, tu sais, les croyances de SEO, voilà, en me disant peut-être qu'un jour Google pourra passer un filtre ou remettre ou pénaliser. En réalité, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu une pénalité pour encre exacte, et même une pénalité pour netlinking, pour du backlink en règle générale. Il y a eu la dernière link spam update. Ouais, alors il y a un réseau français qui a pris, qui lui a passé une pénalité. Et encore, il n'a pas passé à tous les sites sur lesquels il a envoyé des liens. À part ça, il n'y a pas eu beaucoup d'effets, à part des trucs vraiment entre guillemets sales. Parce qu'on dit souvent, oui, on monte un blog, on voit que c'est un blog pour faire du netlinking ou c'est un blog qui vend des liens. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup plus sale sur le web qu'un beau blog qui parle de maison et qui fait un lien vers un terrassier ou un constructeur de maisons individuelles, tu vois. Donc non, ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu, mais par principe, j'évite de. Voilà, Et tu parlais de site avec un bon jus, du coup, comment tu fais pour identifier un site et savoir qu'il va t'envoyer du jus SEO sur tes pages quand tu fais un backlink? Alors, je vais me fier un petit peu aux indicateurs du marché. Donc, bon, bah, il n'y en a pas 50. Majestic, on va regarder est-ce que Majestic dit qu'il passe du TF ou du CF. Ça me donne un premier indicateur. Je vais surtout regarder si le site qui me fait un lien, il se positionne sur des mots-clés dans mathématiques. Ok. Par exemple, on a parlé à un constructeur de maisons individuelles. Je vais prendre un site qui parle de l'immobilier ou de maison. Si lui, il a fait un article, par exemple, sur je sais pas, un terrassier ou un constructeur de bâtiments quelconque, si déjà l'article se positionne pas dans le top 100, c'est peut-être qu'il est pas sur la théma, tu vois, il est pas bien vu par Google sur cette thématique. Par contre, s'il a plein de mots-clés qui vont dedans et qu'il arrive à afficher un top 50, ce qui est quand même assez honorable pour un site qui vend des liens, je me dis, Google l'aime bien. Et puis, moi, je crois qu'il y a l'URL qui compte. C'est-à-dire qu'on dit souvent un lien est un lien. Alors, je vais être plus précis. Une URL qui te fait un lien est une URL qui te fait un lien. Je crois quand même vachement au contenu qui est posé sur cette URL. Trafic thématisé. Voilà. Et même plus le contenu va être vraiment de qualité et sémantiquement optimisé, plus tu vas passer du PageRank, plus il va te passer du jus. Mieux qu'un article qui est vraiment faible. Et tu vois, on critiquait l'article sur l'IA haute, mais c'est pas pire que du texte offshore ou du texte mal rédigé, hein, parce que alors l'offshore peut faire du très bon contenu, mais un texte pauvre sémantiquement va pas te passer autant de jus sur un méga gros site qu'un texte super bien optimisé sur un plus petit site. Donc je mixe vraiment les deux. C'est le host sur lequel tu es posé, mais c'est surtout l'URL avec la qualité du contenu, quoi. Et bah après, c'est des croyances de SEO, quoi. C'est au pifomètre. Est-ce que je me dis qu'il passe ou pas? Après, bah, alors, c'est toujours des tests un peu compliqués, mais j'évite de faire 50 liens au même moment. Alors, des fois, les clients me disent, ouais, mais tu vas très lentement. Ça fait 3 mois, tu as posé 15-20 liens. Oui, mais quand je l'ai posé, j'ai attendu. J'ai regardé la position de la page et je sais quel lien tu as apporté. Des fois, un lien n'apporte pas. C'est quand on a mis 2 ou 3 que là, et tu te dis, ouais, c'est le troisième qui a bougé. Non, le troisième, il t'a fait bouger parce que tu as 1 et 2 avant. Mais j'aime bien quand même regarder un peu plutôt que tout d'envoyer d'un coup, puis pas savoir ce qui a marché ou pas marché au milieu, quoi. Ouais. Super clair. Avant que tu retrouves le même papier, je voulais juste creuser un dernier point de ma agenda très rapidement. Ouais. Est-ce que sur une page, tu vas limiter le nombre de liens internes et externes que tu fais? Je vais éviter d'en avoir 50 ou 60, mais non, j'aime vraiment qu'une page donne et reçoive. Donc en interne, qu'elle fasse. Parce que c'est logique, quoi. Je veux dire, je sais pas, tu es en train de parler de. Voilà, tu as un article qui parle de tasse. À côté, tu as une autre page qui parle de thé vert. C'est logique de dire dans cette tasse, on pourra mettre du thé vert. Donc j'aime beaucoup que mon jus circule dans mon site. Après, j'évite les liens inutiles du style vers les réseaux sociaux ou vers des pages qui servent à rien. Par contre, si dans mon article, je cite une étude, un article ou le nom d'une personnalité,
c'est logique pour moi d'envoyer vers sa bio Wikipédia, d'envoyer vers un article ou vers l'infographie ou vers l'étude C'est source. naturel. Voilà, c'est complètement naturel. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, tu perds du PageRank. Je pense quand même que quand ton article sort, tu donnes un signal à Google de dire, bah, mon article est tellement quali que je cite des sources, et je pense que tu reprends aussi du PageRank l'un dans l'autre C'est dedans. fiable. Hein. Ouais. Oui. Je sais, des fois, Ça, c'est une étude. tu écris un article sur comment faire tes déclarations d'entrepreneur et que tu fais un lien vers le site de l'URSSAF, bah, déjà, tu fais un lien vers un site Ouais. d'autorité qui est quali et qui fait sens avec ton sujet. Donc, Complètement. go, quoi. Ouais, complètement. Et bon, bah, tu perds un peu de PageRank, mais je veux dire, c'est toi-même, tu reçois du PageRank parce que d'autres en perdent. Donc, c'est logique, toi, d'en Bah ouais. donner. Et c'est Google tout, aime quoi. le sourcing fiable, c'est-à-dire qu'on renvoie vers des sources fiables et pertinentes. Ouais, totalement. Très intéressant. D'ailleurs, tu parlais des il va études. jamais Ouais, non, mais ça, c'est juste pour un petit tips pour les auditeurs sur les études un petit peu marketing. On utilise ça assez peu en France, mais c'est un gros moyen, en tout cas au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons en général, d'attirer du backlink à gogo si tu arrives à trouver un angle un petit peu marrant. Je me rappelle d'une étude, c'était un truc qui vendait des douches. Ils avaient fait est-ce que les Français sont propres, étude complète, tu vois, et derrière t'envoies ça à de la presse, tu fais un petit travail. C'est lesfurets.com, je crois, qui sont ultra chaud C'est là-dessus. plus des infographies, mais les infographies, ça fonctionne au même titre. Mais j'ai dès que tu as de la data ou dès que tu as des chiffres à manipuler, je sais pas, les voitures préférées des Français, quelle est la tranche d'âge qui a le plus d'amendes, combien en moyenne un Français dépense en amende. Tu vois, tout ça, ça peut être intéressant. Là, sur les factures d'élec et sur l'énergie en règle générale, sur l'écologie, tu peux en sortir et trouver des chiffres un peu marrants avec une infographie. Tu vois, qui se comprend facilement en 2-2, tu as compris la courbe, le truc, bah, évidemment qu'on va te faire un lien vers ton infographie et que ta page. Et tu vois, on parlait de maillage interne, c'est ultra important. Moi, je vois trop de sites qui ont une page qui cartonne, donc qui reçoit plein de backlinks. Comme leur maillage interne est mal foutu, bah, cette page-là, c'est ça. Donc, tu as un espèce de pot à PageRank qui grossit, mais qui ne redonne pas vers les pages commerciales qui, elles, auraient besoin de jus pour monter. Il est égocentrique, du coup. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, il grossit, mais comme il n'est pas voué à se positionner sur un mot-clé précis, bah, tu as une page qui a un aimant à PageRank, mais elle ne redonne pas. Quoi. Et d'où l'intérêt du maillage interne. Quoi. Et juste avant que tu c'est juste pour reprendre, et c'est trop intéressant d'ailleurs ces échanges, et merci beaucoup. Moi, j'ai suivi la formation de Brian Dean, un expert SEO américain, qui disait que quand on va aller chercher du lien externe avant même de s'intéresser aux plateformes de liens, à son réseau, etc., c'est de comprendre qui sont nos créateurs de liens et comment ils vont suivre leurs liens. Parce qu'en fait, 90% des créateurs de contenu vont créer du contenu pensé pour leur audience, pour leurs utilisateurs, pour leurs fans, pour leurs cibles. Mais peu vont créer du contenu pensé pour les créateurs de liens, ceux qui ont le pouvoir, en fait, de leur renvoyer un lien. Et donc, je vais prendre un exemple concret, c'est qui celui de Brian Dean. Brian Dean, sa cible, c'est les tout débutants SEO. Les super novices, les mecs qui commencent, quoi. Bon, il y a aussi des mecs un peu plus avancés, mais sa cible de base, c'est les débutants SEO. Son article qui a reçu le plus de backlinks ne parle absolument pas à cette cible des débutants. Il parle au blog marketing, SEO, aux agences, etc. Quel est le titre de cet article? C'est « J'ai analysé 15 000 URL et voici ce qu'il en ressort ». Du coup, il évite à ces blogs de faire ce travail en amont. Ces blogs qui se disent, bah tiens, ils vont forcément citer un gars qui a pris le temps de faire l'étude, qui a beaucoup bossé parce que c'est du temps quand même. Et justement, c'est de trouver quelque chose qui va faire gagner du temps à vos créateurs de sites et qui va apporter de la valeur à leur audience. Ça peut être très pertinent pour aller chercher du netlinking actuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, complètement. C'est pas toujours facile à identifier, à trouver cette cible. Mais ouais, si tu as le contenu en fait, encore une fois, c'est la personne qui rédige l'article. Si c'est évident qu'elle te cite ou évident qu'elle fasse un lien vers toi, bah, tu as tout gagné. Et c'est pas facile à obtenir, mais quand tu l'as, quoi. Mais des fois, et c'est comme tout, hein, on voit souvent l'élément qui a réussi. C'est-à-dire qu'on dit, ah ouais, lui, il a fait telle infographie, ça a cartonné. Avant, il en a fait 50 qui n'ont pas pris. Comme ça n'a pas pris, tu les as pas vus, donc tu ne les connais pas, et tu vois que celle qui a fonctionné. Mais il faut aller à la pêche. la pêche. non, mais c'est ça, il faut aller à la pêche 365 fois par an pour que peut-être tu aies une fois ou deux un podcast, un contenu, un article de blog ou une vidéo qui cartonne ou qui soit repris. Mais tu en as fait à côté 360 et quelques que personne n'a vu, en fait. C'est vrai. C'est ingrat, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mon dernier. On va pouvoir te laisser enfin. Désolé. Week-end chill ou sportif? Plutôt à poser des liens devant le PC que sportif, malheureusement. Mais il faudrait que je me remette un peu au sport. Mais non, plutôt.
Un peu de pêche peut-être. Oui, un peu de pêche, alors c'est pas trop sportif, mais c'est quoi comme pêche? La carpe. La carpe. Ah, ouais. Où ça, tu vas exactement à Orléans? Partout. Alors, bah, pas trop Orléans parce qu'on n'a pas Ouais, grand-chose, ouais. mais un petit peu au canal. Et puis après, beaucoup en lac ou en étang, plutôt Donc, t'as en ta licence gravière. française où tu peux pêcher un peu J'ai mon partout. permis de pêche de nuit, puisque c'est un timbre supplémentaire. Ouais. Et après, de nuit aussi. ouais, de nuit. Et bah, la carpe, c'est beaucoup de nuit. Hmm. Et après, tu as des timbres complémentaires, si tu veux, selon les régions, des espaces qui sont plus ou moins privés. Après, c'est un peu départemental et tout, donc c'est un peu plus complexe. Mais en gros, voilà, il y a plein d'endroits sympas. Et après, région parisienne, beaucoup de gravières qui ont été creusées à la construction des autoroutes et des voies de chemin de fer. Donc du coup, on a quand même des Bah beaux ouais. espaces Et c'est pour au pêcher, lancer quoi. que tu pêches ou à la ligne? Au lancer Au lancer, pour la ouais. carpe, après c'est au posé, tu viens reposer sur un endroit avec un détecteur pour la nuit, comme ça Ah. quand t'as une touche, t'entends un bip bip et ça te fait. Tu les manges après ou t'es Non, no j'en kill? remets à l'eau, no kill, on remet Ah, à t'as l'eau. bien raison. On remet à l'eau, comme ça aussi. on reviendra la reprendre plus tard, Voilà. plus grosse et Bravo, plus tard. T'as bien raison. Voilà. Bon, bah, on va passer au format suivant, du coup. Ouais, carrément. Dernier format. Dernier format. Je te laisse Jingle. lancer ça. Avant-dernier format de ce podcast, la crème de la crème. On va s'intéresser de plus près à ce que maîtrise Elliot, à ses spécialités dans le SEO. Donc, on a fait notre petit travail avec Lucas, hein, de s'intéresser un petit peu et de concocter 4 questions pour toi cet après-midi. La première, donc on en a beaucoup parlé d'ailleurs au début de PageRank, quoi, pas forcément revenir sur le concept, qui est de bien transférer son jus au sein de ces pages, d'avoir une classification des pages les plus importantes à la plus faible. Qu'est-ce que tu recommanderais pour un site web qui a besoin d'améliorer son SEO, mais attention, sur une thématique concurrentielle? Alors, pour vous décevoir, désolé. Alors, s'il est sur une thématique concurrentielle, pour moi, il a déjà fait la base en SEO, on peut se dire. Donc, on va pas forcément attendre d'un SEO qu'il arrive avec son backlink, son contenu, quoi. Pour moi, ça serait d'aller chercher une notoriété de marque et d'aller montrer à Google que tu as du trafic ailleurs que sur Google. Ok. Donc, regardez sur TikTok s'il n'y a pas des petites vidéos à faire, des shorts. Allez sur Instagram chercher des photos d'ambiance ou de sa théma pour acquérir du trafic, même si c'est pas du trafic direct, parce que sur ce type de réseau, il faut aller cliquer sur le lien. Sur du tweet TikTok, tu peux pas forcément mettre ton lien dès le début et tout. Mais ça serait vraiment de faire en sorte qu'on tape la marque dans Google et que tu deviennes vraiment une marque référente sur le sujet. Donc, créer du contenu sur toutes les problématiques que peut rencontrer ton utilisateur, l'aider au maximum et faire en sorte que quand on parle de ta thématique, ta marque apparaisse parce que voilà, c'était le truc du moment. On parle de toi, donc des influenceurs doivent parler de toi, des gens du milieu doivent parler de toi, on doit citer ton nom, on doit te voir sur des bannières. Je sais pas, tu fais un truc dans le sport, on doit voir ta marque partout sur le stade sportif ou autre à côté. Parce que tout le monde a le même jeu sur Google, c'est faire des beaux contenus, optimiser SEO, envoyer du backlink et machin. Et ouais, c'est sur une thématique de base, entre guillemets, tu dis ça à un créateur du site qui n'a pas fait le boulot, ok. Là, aujourd'hui, sur une thématique concurrentielle, normalement, il l'a fait et tout le monde est au courant du truc, donc faut aller amener autre chose, quoi. Donc, quand ton trafic sur ton marque augmente, c'est bon signe. Ouais, oui, ça veut dire que, de toute façon, on le voit, il y a plein de marques qui ne faisaient pas le job en SEO, qui remontaient. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait une campagne pub à l'instant T. C'est-à-dire qu'on était en train sur TF1, tout le monde voyait, tout le monde allait taper la marque. Tiens, c'est quoi ce truc? Voilà, d'ailleurs, c'est la stratégie, si tu veux, de Carglass. Taper carglass.fr voilà, pour passer à travers le moteur, et quand tu es sur Chrome, tu tapes le .fr, tu arrives directement sur le site. Donc c'est pour Google un super bon indice. Waouh, les gens ils sont tellement chauds de Carglass qu'ils viennent taper carglass.fr parce qu'ils veulent vraiment le site web, quoi. Donc du coup la marque est connue, hein. Et puis aussi ça t'évite entre guillemets l'escroc SEO, tu sais, c'est ou le dropshipper qui va vivre que du SEO parce qu'il n'a pas de budget ou parce qu'il n'a pas envie de mettre de budget dans de l'ADS. Dès que tu mets de l'argent dans de l'ADS, c'est que tu es une vraie marque. Quand le visiteur te coûte, tu vas bien le servir et tu le respectes. Tu as vraiment un produit à vendre. Quand tu vends un produit où tu t'en fous un peu, ou tu vois, tu vas acquérir du trafic gratos, ça va bien. Là, dès que tu mets de l'argent sur la table, en fait, c'est que tu montres un symbole de... Voilà, même quand tu fais un salon, tu fais un salon, c'est que tu as envie de payer 2-3 000 euros ton stand, tu es une vraie marque, quoi. Et pour moi, on est en train de migrer là-dessus. Et pour moi, le métier du SEO, on va devoir maîtriser aussi beaucoup plus, c'était le cas avant,
les formats vidéo, les réseaux sociaux et la manière d'amener du traf autrement. Même, je sais pas, si c'est aller mettre un flyer sur le pare-brise des voitures, bah ouais, les gens vont savoir que tant que t'existes, ça profite au SEO, que tu peux être plus cliqué, ça. C'est pas un facteur à proprement parler, comme publier sur un réseau ou autre, mais ça va améliorer les recherches sur ton Mac, donc in fine ton SEO. En fait. Ça, un QR code sur un flyer, viens chercher ton cadeau, ou si tu as envie de savoir ça, là, hop. Non, mais c'est vrai, c'est ce que disait Patrick hier, parce que tu sais, on avait fait un sponsoring et donc on faisait gagner un petit jeu concours et on demandait aux personnes justement pour participer, de nous mettre une note Apple Podcast avec un petit commentaire, parce que forcément, ça aide en fait tout simplement. Tu sais, c'est un peu le cas des. Si t'es plutôt team machin, tu mets un like, sinon tu commentes, et si t'es team truc, tu mets autre chose. Et ouais, c'est de l'engagement, les gens participent, voilà. Et d'ailleurs, bon outil, Google Trends, si tu veux voir l'évolution de ta marque ou même de la marque de ton concurrent, ça permet de savoir à quel point le nombre de recherches sur ta marque augmente. Et ça, c'est un bon indicateur pour savoir est-ce que tu prends de la notoriété ou pas. Et mine de rien, chercher dans plein de thématiques, plein de marques qui aujourd'hui vendent bien, elles ne sont pas forcément dans Google Trends. Et apparaître dans Google Trends n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Pour avoir un début d'existence dans Trends, il faut y aller un petit peu. Il faut jouer avec les graphes, ne serait-ce qu'on donne le nom du gérant. Est-ce qu'il a la légitimité de vendre ce produit-là, ou est-ce qu'il sort de nulle part, il s'est dit tiens, demain je vais vendre des cafetières. Non, est-ce que tu as un amour du café, est-ce que tu es ingénieur, est-ce que tu as vécu quelque chose dans le café qui fait que tu es légitime. Et pour moi, tout ça, c'est des facteurs qui vont... Bien sûr. Et beaucoup de marques ont décollé récemment. Si tu penses à Respire, Justin Hutto qui a fait vraiment utiliser un personal branding très fort avec quelque chose qui la concernait et qui derrière a eu un démarrage très rapide sans être non plus en SEO des cracks, je pense. Exactement. Très clair. Eh ben, très clair, ouais. Deuxième question. La suivante. On sait que tu connais bien quand même le milieu du e-commerce. Et il y a toujours un peu cette question de est-ce qu'il faut obfusquer ton méga menu en e-commerce? C'est quoi ton avis? C'est quoi les conseils que tu donnerais à un méga menu peut-être si tu veux? Oui, le méga menu, c'est le menu que vous avez au-dessus sur votre site. Alors parfois, ce qui se passe, c'est par exemple sur le menu, on va dire un site pour produits pour chiens. Tiens, en général, tu vas aller au-dessus et tu vas avoir chien, croquettes, assurance. Tu vas avoir tous les trucs qui vont s'afficher. Cloaking is not a crime. Alors, offusquer ou cloquer, c'est juste deux technos différentes, mais c'est un peu le même principe. C'est ne pas montrer un lien à Google, donc ne pas perdre du PageRank ou passer de PageRank. Alors, il y a vraiment deux écoles. Il y a le pour, le contre, le machin. Moi, je dirais ça dépend un peu des objectifs du site et la vocation du site. Si tu es un énorme e-commerce avec une vocation à des dizaines de milliers de produits dans plein de thématiques, ça se réfléchit. J'aime à dire faut y aller parce que quand tu parles de canapé, tu peux parler de ta télé, c'est cohérent. Tu parles pas des croquettes pour chiens. Voilà. Donc, tu n'es pas du tout dans les mêmes univers. Sachant que de toute façon, Google pondère ce qu'un menu, il sait reconnaître dans du code, dans du HTML d'un menu. Donc, il pondère. Donc, les liens ont beaucoup moins de poids. Donc, tu sais, c'est un peu comme les fils d'Ariane. Tu as moins de poids que si tu fais vraiment des liens in-text à fond. Donc pour moi, plus qu'un méga menu, ce que je trouverais vraiment à offusquer déjà de base, c'est tous les liens réseaux sociaux sortants, les mentions légales, les conditions générales de vente, toutes les pages qui vont déjà te rajouter une dizaine ou une quinzaine de liens sortants dans ton template de site. Déjà, on peut y toucher. CGV, tu offusques? CGV, je vais les laisser sur la home pour montrer à Google qu'il y a des mentions légales ou des conditions générales de vente depuis la home. Alors, c'est pareil, je vais offusquer. Si c'est le seul lien qui est présent dans le footer, non, parce que c'est pas grave de perdre 2 liens. Si déjà on en a une vingtaine ou une trentaine, qu'en plus on a été mettre tous les logos des réseaux sociaux sortants, qu'on t'a mis un petit truc Messenger ou WhatsApp, tu vois. Donc tu le laisses sur la home, mais sur le reste, tu offusques. Non, j'aime bien montrer à Google quand même qu'il y a des mentions légales et qu'il y a des CGV, donc il faut qu'il... Alors, c'est pas parce que tu offusques qu'il peut pas trouver autrement par le plan du site ou par autre chose que le lien existe. C'est quand même bien lui montrer. Mais sur un méga menu, moi je vais offusquer à partir d'un moment où y a beaucoup, le menu est beaucoup trop gros et dans des thématiques variées. Par contre, je vais prendre un truc qui est super important pour moi, ça dépend de la maturité du site. Est-ce qu'on en est au début ou est-ce qu'on est... le site est là depuis 20 ans, je ne vais pas réagir pareil que si le site vient de se lancer. Et surtout la techno qui est utilisée avec le budget. Si on est sur le lancement d'un site, je ne vais pas faire dépenser de sous pour aller offusquer un menu, sauf si c'est un bout de code qu'on a déjà, que le client il est sur, je ne sais pas, WooCommerce,
et je sais que ça se fait facilement ou sur Shopify et il utilise un thème ou c'est un bout de code qui va assez vite, je vais pas lui faire dépenser de sous. Par contre, si c'est vraiment quelque chose qui va coûter des milliers d'euros à mettre en place, parce que c'est pas, il y a du backlink à acheter avant, il y a de l'opti de contenu, il y a plein de choses à faire. Par contre, si ton style site est là depuis 10 ans, qu'il y a 10 SEO qui sont passés par là, tu as un SEO en interne, tu as le job qui a été fait, là on va peut-être aller fouiller pour aller chercher des pouillèmes dessus. Mais toi, il y a tout un contexte autour du site à prendre en compte, donc c'est pas systématique, oui, non. C'est un peu, on juge, mais ça pour moi, ça, quand tu es sur l'optimisation de fin, ça joue quand même, quoi. Tu vas chercher des dixièmes, mais tu les trouves, quoi. Bien sûr. Donc tu as utilisé 2 termes, hein, obfuscation et cloaking. Obfuscation, tu l'as très bien expliqué, hein, c'est-à-dire de dire à Google de ne pas passer sur un lien qu'on ne veut pas visiter sur une page parce qu'effectivement on veut économiser son budget crawl et son page rank. Tu as parlé de cloaking. Est-ce que tu pourrais différencier les deux, expliquer pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Nos auditeurs qui nous regardent peut-être essayer de le simplifier un peu, de le rendre plus pédagogue. Alors, offusquer, c'est plus ou moins simple, c'est qu'on cache un lien entre guillemets à tout le monde. C'est-à-dire que le lien est cliquable, l'internaute va pouvoir cliquer, se rendre sur la page, mais aux yeux du HTML, il n'existe pas, pour faire très simple. Donc, pour n'importe qui, que ce soit un moteur, en gros, que ce soit Majestic ou Google, le lien n'existe pas. Le cloaking, c'est qu'on définit avec 3 règles, en gros, qui c'est, d'où il vient, et on vérifie qui c'est. Et on vérifie que les 2 premiers sont vrais et on va jouer là-dessus pour afficher ou non le lien. Je simplifie, je suis Google, je vois ou je ne vois pas le lien, je suis l'internaute, je vois ou je ne vois pas le lien. Et l'internaute peut voir un lien, mais peut-être pas Google et ou peut-être pas Majestic. Donc le cloaking est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'il permet aussi d'afficher des contenus ou pas en fonction des gens. Ce que Google autorise, c'est que le contenu de la page ne change pas, mais on peut mettre ou non un lien pour l'aider à crawler ou pas. En gros, du moment que mon texte est le même, j'enlève ou je mets des liens, ça j'ai le droit. Je change complètement mon contenu, je n'ai pas le droit aux yeux de Google encore une fois, parce qu'il se dit je trompe l'internaute. Exemple, je ne le fais pas. Par exemple, j'ai une page de vente, je vais rédiger un article de blog sur comment utiliser tel produit. Quand Google vient, je monte mon bel article de blog, donc il me référence sur comment utiliser tel produit. En réalité, quand c'est l'internaute qui arrive, je lui affiche une page de vente. Et il n'y a pas un article de blog, il a une page de vente qui convertit beaucoup mieux que mon article de blog. Sur l'URL, sur le title. Sur l'URL et sur le title de mon article de blog. Ce qui évidemment peut me faire pénaliser parce que c'est interdit par la loi de Google, mais c'est une technique Black Hat pour aussi monétiser, donc prendre de l'affiliation ou autre. Mais je veux dire, je vends une formation, par exemple, formation référencement naturel. J'ai qu'un seul mot-clé ou 2, 3 sur lequel me positionner, formation référencement, formation SEO, formation machin, alors que là, j'ai des centaines et des centaines de titles sur lesquels je pourrais venir me positionner et afficher une page de vente. Un peu différent le cloaking donc, les usages ne sont pas forcément les mêmes. Évidemment, je ne recommande pas de cloquer. Alors après, on peut cloquer sur référeur. Tu as plein de cloaking différents, mais c'est plutôt pour truander Google. Donc, ce n'est pas vraiment à bon usage. Mais le cloaking, quand il rejoint l'obfuscation, c'est plutôt d'aider Google à crawler et à comprendre ton site et ne pas éviter qu'il se perde dans des méandres de pages dont il n'a pas besoin et surtout qu'on pondère la bonne page en termes de page rank et qu'on envoie le jus au bon endroit. C'est pour ça qu'on utilise le terme de sculpting, de sculpter le page rank. C'est faire en sorte que le jus soit, l'eau dans l'égout, il soit détourné au bon endroit et qu'on n'aille pas alimenter la réserve, tes souhaits. Qu'on n'aille pas alimenter une réserve d'eau dont on n'a pas envie, on amène l'eau où on en a besoin. C'est exactement la même chose avec ces 2 termes. Quand on utilise ces 2 techniques, c'est quand même sur un niveau avancé. Je veux dire, le site lambda qui est sur une thématique, pas trop, il n'a pas besoin de cloaking, il ne faut pas rentrer là-dedans, quoi. On parle surtout d'obfuscation en e-commerce, c'est marrant. Oui. Est-ce que tu aurais d'autres cas dans lesquels on pourrait utiliser l'obfuscation pour un site hors e-commerce, par exemple? On peut offusquer n'importe quel lien vers les réseaux sociaux. Bien sûr, mais peut-être un exemple, je sais pas, sur un site de formation, par exemple, ou un site de... un SaaS, qu'est-ce qui serait pertinent d'offusquer? Bien évidemment, tout dépend de la taille, ça n'a rien d'offusquer si mais déjà, moi, tous les réseaux sociaux, j'essaie d'offusquer. D'accord. Parce qu'on envoie du jus à Google, à Instagram. Alors, mine de rien, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, machin. T'as rapidement 6-7 liens sortants. Dans un template, 6-7 liens gagnés sur le volume de page, moi, je le prends et t'as pas besoin d'envoyer du jus à ces sites-là, quoi. Et comment tu fais concrètement pour offusquer un lien pour nos auditeurs?
Alors là, vous me rentrez dans le débat. Moi, je demande. Non, mais chacun son taf. Moi, je fais pas la technique. Je demande plutôt à mon associé. Il faudrait offusquer ça. Le développeur offusque. D'accord. Non, alors ça se fait en JS. Il y a plusieurs techniques pour offusquer aussi. Je maîtrise pas. Là, c'est vraiment le domaine technique. C'est pas du tout ma compétence. Mais un développeur, entre n'importe quel développeur qui connaît son taf, c'est offusqué. Il y a les docs sur Internet. Et il y a des outils sur WordPress. Il y a des templates. Alors je vais citer un nom. Je vais me tromper, donc je vais pas le dire. Mais il y a des plugins qui offusquent, qui sont justement là où tu choisis le lien et puis tu décides si ce lien est offusqué ou pas offusqué. Et sinon, c'est des petits bouts de code qui, généralement, dans le HTML, prennent pas beaucoup de temps et quand tu les connais, ils sont bons à faire. On parlait de Patrick hier, il a fait plusieurs tutos sur le clocking. Il a d'ailleurs un tool qui est une Clocking Veritas qui te permet c'est un genre de framework de clocking où ça te permet de gagner vachement de temps. L'offuscation, il avait partagé avec Fred Bobet aussi pas mal de. Il y a une conche, je crois, de Fred sur. Je crois que c'est SEO Camp. Je vais peut-être dire une bêtise sur lequel il donne 2-3 astuces sur l'offuscation. Voilà, mais encore une fois, c'est à un certain stade. C'est-à-dire que c'est pas le premier truc à faire quand on prend un site web dans les mains, d'aller tout de suite offusquer parce qu'on perd 3 liens. Quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment, faut contextualiser et puis le temps et l'énergie que ça va prendre, quoi. Et il y avait un bon point pour beaucoup de gens avant l'obfuscation, et du coup on va reparler un peu du sponsor de TOT. C'est que tu disais, voilà, imaginons un site d'animalerie. Bon ben, c'est pas forcément logique d'avoir depuis une page chat un lien vers la page croquette pour chien. Ouais, tu vois, c'est pas, ce sera vérifié sémantiquement, mais à mon avis, on n'est pas tout à fait sur le même poisson, peut-être qui est encore plus éloigné là pour les exactement, voilà. Et du coup, ça c'est un autre truc que justement TOT SEO, le sponsor de cet épisode, bon là on a le pull tous les deux, te permet de faire, c'est aussi il va te donner des recommandations de maillage interne par rapport à des sujets qui sont proches sémantiquement, tu vois, donc il va aller scraper ton site, tu as une page croquette pour chien, il va te dire bon ben la page qui va donner le plus de jus, c'est la page comment choisir ta croquette pour chien, tu vois. Donc comment choisir la croquette pour ton bulldog ou ce genre de choses, tu vois. Et ça il le fait en plus encore de te donner tous les recommandations sémantiques, tous les mots-clés que tu peux utiliser. Donc bien transférer ton PageRank. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, je serais super curieux, il y a une question là, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, donc tu as une page de vente sur X, tu crées un article de blog sur comment utiliser l'outil X. Je serais curieux de voir le taux de rebond de l'utilisateur sur une page pour l'impression de se faire berner peut-être, tu vois, genre j'ai un article comment utiliser, boum, on me vend le produit. Est-ce que tu as des retours là-dessus sur des taux de rebond hyper... Oui, tu as un taux de rebond hyper élevé, où le mec arrive, wow, qu'est-ce qui se passe, je voulais savoir comment utiliser le truc qu'on me vend. Mais si la page est bien optimisée, dans le lot, bah, tu perds le gain de conversion d'un côté, tu le perds de l'autre et inversement. Et puis c'est surtout que tu génères beaucoup plus de visiteurs que si tu étais référencé sur un seul mot-clé. Donc voilà, mais encore une fois, c'est un exemple que j'ai pris pour expliquer. Non, mais bien sûr. C'est du détournement SEO, j'appelle ça. C'est un bon exemple pour comprendre le clocking. J'appelle ça du SEO escroc, c'est vraiment parasite. truandé, parasite. C'est vraiment détourner l'utilisation de Google pour aller induire un internaute l'induire en erreur et essayer de lui refourguer quelque chose, mais ça peut être utilisé. Et du coup, si on utilise bien le clocking, on peut le faire intelligemment et l'orienter soit vers une bonne page, soit enlever des liens qui vont faire perdre de l'énergie. Après, on parlait justement de relations sémantiques, de relations sémantiques entre deux pages. Le fait d'avoir un template vide, c'est-à-dire d'avoir offusqué ou cloqué comme on veut les liens du footer, les liens du header et du menu, ça te permet vraiment de choisir comment tu répartis ton jus dans ta page. Parce qu'il reste que ton contenu en plein milieu. Tu as viré tout le reste, il n'y a aucun lien qui sort. Quand tu choisis, mais chirurgicalement, où est-ce que tu envoies un lien ou pas. Sans envoyer ailleurs, quoi. Exactement, sans envoyer ailleurs, sans te dire, parce que tu prends des fois des templates de sites, entre le lien vers le thème WordPress qui est utilisé en bas, tous les réseaux sociaux en ribambelle, CGV, CGU, mention légale, machin, qui sommes-nous, pourquoi, partenaires, mes amis, mes copains, mes potes, t'as déjà 50 liens différents et en fait, toi, le pauvre lien que tu vas rajouter dans ton contenu, il a 1/10 ou 1/100 de ce qui pourrait passer comme jus parce que tu as toute une perte autour. Et j'adore cet épisode. Et c'est un truc que j'aime bien analyser, c'est toi, ne serait-ce que des fois, c'est entre guillemets, c'est pas péjoratif, c'est un petit site WordPress avec une PME locale, je vais pas aller l'emmener sur de l'offusque ou du clocking. Par contre, je dis déjà,
qui sommes-nous, dedans on va tout mettre. On va mettre qui sommes-nous, nos partenaires, pourquoi, nos missions, notre équipe. Déjà en footer, on n'a plus qu'un lien avec une page dans laquelle on va tout mettre. Éventuellement, à la limite, sinon tu fais un système d'encre et puis tu viens amener la personne à l'endroit dans la bonne page. Mais déjà, tu n'as plus qu'un lien avec un sommaire en haut. Ou tu fais un manifeste qui reprend tout. C'est ça, mais déjà, tu n'as plus qu'un lien dans le footer qui prend. Exact. Et en plus, cette page-là, qui sommes-nous, elle n'a pas vocation à ranker. Non. Mais qui veut se positionner sur qui sommes-nous ou notre équipe. D'ailleurs, tu regardes, tu fais un all-in title, notre équipe ou qui sommes-nous, il y en a des centaines et des centaines, mais tu veux pas ranker là-dessus. Donc pourquoi t'envoies du jus sur un truc où tu veux pas te ranker? Ou alors, toutes les pages qui sommes-nous renvoient un lien vers les pages qui veulent se positionner en maillage interne. Parce que tu prends plein de pages qui sommes-nous, notre équipe, elles n'ont aucun lien en maillage interne qui renverrait du jus. Tu vois, comme les mentions légales. Quitte à ce qu'elles prennent du page rank et que t'en perdes, au moins que dans tes mentions légales, ce site est un site qui parle de théières, renvoie vers ta page qui vend des théières. Tu sais que Rémi Nastasio a énormément insisté sur ce point avec Conforama, de foutre des liens dans les CGV. Ça m'étonne pas de Rémi. La propos et pas au moins, t'as limité la casse, quoi. Donc c'est pour ça, même quand tu peux pas, entre guillemets, technologiquement aller jusqu'au bout pour cloquer, offusquer, je sais pas quoi, au moins, c'est des petites astuces qui te permettent de limiter la casse. Ça coûte rien de rajouter un lien, et puis voilà. Super, j'adore cet épisode, t'envoies de la pâtée, c'est cool. Il y a plein d'éléments concrets et on va pouvoir enchaîner. Je vois que le temps passe. Si on veut te libérer en temps et en heure, on a juste 2 petites dernières questions à te poser. On va un peu changer de sujet. Là, on a bien ratissé le côté PageRank, maillage interne, obfuscation. On avait envie de te parler un petit peu plus de Google Discover. Là, on change de registre, donc les actualités. Comment profiter de Google Discover aujourd'hui en 2024 et dans les années à venir? C'est quoi Discover? Excusez-moi, c'était le troll pour ceux qui nous remettent. Google Discover, c'est l'avenir du e-commerce. Parce que ce qu'on va perdre avec SGE, donc on a déjà perdu avec la position 0, avec la box image, avec la box vidéo, avec la box actu, Google nous laisse de moins en moins de place pour se positionner. SGE, je rappelle, c'est pas encore arrivé en France, attention, il y a plein de formats. Non mais c'est le truc, tu sais, c'est l'ennemi juré pour l'instant. Tout le monde en parle, mais on l'a jamais vu. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça a été testé au Japon, dans d'autres pays. Mais en gros, ça va être une box où ça va générer la réponse, mais la réponse est générée sur la base d'informations qu'on lui aura données, donc de ce que les blogueurs et les sites auront écrit. Donc potentiellement, ça va quand même nous citer. Mais un peu comme la P0, tu as ta réponse sans cliquer sur le site pour aller lire. Donc en fait, c'est comme les résultats de foot. Avant, tu avais des sites qui te donnaient les résultats de foot. Maintenant, c'est comme les billets d'avion, le business du mec qui... Voilà. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue qu'aujourd'hui, Google te donne la météo. Pourtant, c'est tellement pourri que tu cliques encore sur des sites pour aller voir la météo. Parce que la réponse... Donc SGE, pour moi, ne sera pas la meilleure réponse donnée. Donc on ira encore cliquer, même si ça limite. Mais la réponse un peu à l'SGE, ça va être le flux continu d'infos, un peu à l'image de TikTok, où on te pousse des shorts en mode un peu débile et tu consommes ton truc au lieu d'aller chercher l'info. Tu sais même pas ce que tu recherches, mais on te l'amène à toi. Et en fait, Google, c'est pour ça que l'IA la plus puissante le jour où elle sortira, c'est celle d'Apple, parce qu'ils ont toute la data sur toi. Ils savent où est-ce que tu rédiges, où est-ce que tu vis, où est-ce que tu vas, est-ce que tu aimes bien comme hôtel, t'es content, pas content, machin. T'envoies un SMS, j'ai bien mangé, j'ai pas mangé, ah ouais, donc là il est heureux, là il est pas là. Et du coup, tu auras tellement de data là-dessus que Google sait exactement quoi te donner à manger dans ton flux. Et maintenant, tu le vois même sur Android, l'onglet de recherche Google est complètement confondu avec Discover, ou quand tu ouvres Google, de base c'est Discover. Donc de base, on te donne des informations. Et nous, on l'a... Non, désolé, je te... vas-y. Non, mais je dis, du coup, selon toi... Google pourrait tendre vers un modèle à la TikTok ou par la Google tend déjà vers un modèle à la TikTok, c'est Google Discover. Et pour les e-commerçants, faut pas se leurrer, un e-commerçant il fait du trafic certainement avec achat, croquettes, bulldog, mais il fait aussi pourquoi mon bulldog tousse, pourquoi mon bulldog est malade et comment distraire mon bulldog, tu vois. Donc mine de rien, c'est du trafic, tu vois, ça rejoint le cocon sémantique, c'est du trafic qui va moins convertir. Mais la personne, elle a au moins vu ta marque une fois. Ah, telle marque de croquettes, elle m'a donné des infos sur mon bulldog. Je l'ai fait au parc, mon bulldog était content. Émotionnel, sympa. Telle marque m'a bien renseigné. Le prochain coup, j'irai peut-être voir cette marque-là. Carrément. Là, sur Discover,
l'information, on sait que tu es dans une position où tu as un bulldog, on sait que tu recherches des infos autour du chien ou du bulldog. C'est logique qu'un e-commerce qui parle de croquettes ou de santé de chien, de santé, de tout ce que tu veux autour de l'univers du chien, on te pousse une info. Donc nous, on l'a essayé pour un client dans le e-commerce. C'est une très grosse stratégie parce que c'est lourd à mettre en place. Il faut vraiment des équipes rédactionnelles, des journalistes, il faut des beaux contenus de qualité qui informent. Il faut que tous les signaux soient au vert côté utilisateur, donc qui kiffent ton contenu, qui te mettent éventuellement dans ces onglets pour qu'ils soient notifiés personnellement quand tu republies un article et tout. Mais c'est le trafic. Et le trafic Discover, il est clairement en dizaines, voire centaines de milliers de visiteurs par jour. C'est du trafic beaucoup moins qualifié que quelqu'un qui a fait une recherche, mais il vient compenser la perte de trafic qu'on va avoir avec SGE. Ouais. Et si ton site, alors c'est un autre métier que le SEO, c'est la conversion, mais si ton article de blog est bien amené pour convertir, type on va te pusher le téléchargement d'un guide, on va te proposer des vidéos, on va te donner un bon réduc pour tes croquettes, tu vois, on va t'amener, je sais pas, on va te proposer gratos une appli pour la santé mentale de ton chien, j'en sais rien, des cours de psy gratos pour ton bulldog, bah tu vas avoir envie de t'inscrire et de donner tes datas, mais tu seras arrivé sur le site par un push Discover du type cet aliment dans les croquettes va rendre votre chien plus intelligent que vous. T'as envie de lire en fait. Donc il faut faire de la longue traîne selon toi par la suite pour vraiment quel conseil tu donnerais pour un site qui veut se positionner en SGE dans le futur? Ou même qui veut popper sur Discover ouais, un peu. Popper sur Discover, ouais. Alors, popper dans Discover, c'est, alors on a beau dire oui et non, mais c'est un titre un vrai hook, quoi, un truc qui te donne, limite, mais pas du malsain, vraiment, t'es interloqué. Par exemple, on dit, on ne cite pas qui, on ne cite pas où, on ne cite pas quand. Un truc de bien s'est passé quelque part en France. Ah ouais, j'ai envie de lire. Ouais. Ce chef étoilé a fait un truc vraiment bizarre quelque part en France. Wow, c'est qui, c'est où? Donc t'as envie de lire. Si tu dis machin a fait ça à tel endroit, ouais, c'est bon, j'ai pas. Ce SEO a détruit. Ouais. Là, tu vois, non, ce jeune de 16 ans est devenu milliardaire en faisant ce truc contre-intuitif. Ouais, non. Attends, il a fait quoi? Tu vois, c'est clair. Et alors, il faut jouer subtilement avec ça. Mais du coup, parce que l'esprit humain, c'est un biais. C'est clair. C'est un biais. Il a envie de savoir, quoi. À un moment donné, on te l'a mis dans la tête. T'as envie de savoir, quoi. Tu vois, votre voisin pourrait faire ça et vous pourriez le maudire. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, mon voisin? T'as envie. Et le truc que vous pourrez changer au quotidien pour gagner des millions. Mais ça, c'est un peu c'est un peu comme la promesse de gagner 1 million d'euros sans rien faire depuis ton canapé. À Dubaï, voilà, voilà. Et le truc, c'est que si on t'amène, il faut quand même amener une vraie réponse. Je te prends un exemple un truc tout pourri. Comment ne plus jamais nettoyer votre salle de bain? T'as envie, tu dis attends, je passe des heures à nettoyer. Et en fait, il te dit petit 1, prendre une brosse et nettoyer. Ok. Petit 2, prendre la brosse et nettoyer l'évier. Du coup, en fait, toi. Non mais t'es vénère et il s'est foutu de ta gueule, donc du coup t'as plutôt un aspect négatif, une approche sentiment négatif. Par contre, si l'article t'a attiré quand même un peu en mode tu sais que c'est pas vrai mais t'as quand même bien envie que ça soit vrai, bon allez je vais lire, et qu'en fait on t'a amené une valeur, tu vas quand même ressentir quelque chose, tu vois. Voilà, on a trouvé une nouvelle molécule que nous on a mis dans nos croquettes, effectivement ça va augmenter ou le QI de votre chien, j'en sais rien, tu vois un truc. Bon c'est vrai. Et en fait c'est ça qu'il faut, c'est un contenu quali. Mais la promotion de ce contenu quali, t'es obligé quand même de passer par des méthodes un peu putaclic, voilà mais il faut que l'article soit quali quand tu arrives dessus. Faut qu'il y ait du taf. Et malheureusement, il faut produire un peu comme un vrai média et un peu faut te voir comme le journal des chiens, quoi. Je sais plus, c'était 30 millions d'amis qui étaient sur TF1. Il faut que ton article soit à ce niveau-là, quoi. Et il faut pas que tu prennes ton lecteur pour un couillon parce que ça marchera plus sur Discover, ça marchera plus. En théorie, il y a toujours moyen de feinter, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, tu sais, quand tu es sur un site jetable en tant qu'éditeur et tu dis demain je me fais bannir de Discover, j'ai pris mes sous, je m'en fous. Je suis un e-commerçant, je nourris 50 salariés à la journée parce qu'on est une PME et qu'on a le commercial, l'emballeur, tous ces gens-là. Bon, on fait pas n'importe quoi sur Discover, on essaye de conserver notre lancée. Donc pour moi, ça serait sur Discover, je crois. Hein. Tu vois l'image. Pour moi, tout ça, on est dans le putaclic. On est dans la promotion du contenu. C'est-à-dire que oui,
on prend toutes les règles données pour Discover sur les longueurs de titres, les tailles d'image, les poids, les optimisations de sites et tout. Mais ça, j'ai pas envie de dire que c'est évident, mais c'est la base. Le titre putaclic, pas trop, mais quand même, et l'image. Par contre, ton contenu, si tu es vraiment un e-commerçant et que tu veux perdurer, il doit vraiment être quali. Et le secret, il est là, c'est un contenu quali. Après, le SEO va te l'emballer, tu vois. On va mettre le beau titre, la belle photo avec le visage, le truc qui va bien. Ok, mais fondamentalement, si quand l'internaute arrive et que ton contenu, il s'est foutu de ma gueule, c'est une vieille trad ou c'est un truc qui dit blabla, tu vois, ça n'ira pas et tu vas pas durer. Ou tu vas durer, mais pas aussi longtemps que tu aurais pu durer. Parce que faut pas oublier Google récupère ce qu'il a fait dans les SERP, c'est le learning to rank. D'après lui, tu es positionné premier. N'empêche qu'il va observer comment se comporte l'internaute pour être certain de te laisser premier. Parce que, et ça a été le malheur dans plein de SERP e-commerce, je vais sur le numéro 1, je lis le produit, je ressors. Je vais sur le numéro 2, je lis le produit, je ressors. Je vais essayer le numéro 3, j'achète. Google se dit attends, le premier il a dû continuer sa recherche, le deuxième il a continué, le troisième il a acheté, donc le troisième est le meilleur. En fait, quand le premier devient troisième, ça se passe la même chose. Donc au final, tu as des SERP où ça fait yo-yo, où le 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, hop. Et Discover, c'est un peu pour ça, c'est que le vrai symbole, c'est comment se comporte l'internaute, est-ce qu'il a kiffé ou pas ton contenu. Et si tu t'es moqué de lui, tu resteras pas. C'est tout. C'est l'engagement en fait finalement qui a tous les critères, voilà. Et sur mobile, tu le vois, comment il a scrollé. On est tous connectés à notre compte Google, donc même si on sait pas que c'est Elliot Bobier qui a fait 3 clics, on sait que l'ID numéro 1 tel, il a fait ça, il s'est comporté comme ça, et potentiellement, 80% des internautes ont scrollé le contenu, l'ont bien aimé, donc égal contenu de qualité. C'est assez binaire, quoi. Et en moyenne, ça reste combien de temps d'expérience un site sur Discover, enfin une page, un article? Alors moi, des sites. Comment la faire perdurer, peut-être? La faire perdurer, c'est du contenu de qualité. Alors t'as des. Moi, je différencie toujours le hack du SEO. Parce qu'on a réussi en hackant un peu le truc ou en détournant le système à rester temps. Il y a des trucs que je n'appliquerai jamais à des clients, à des entreprises ou à des e-commerçants parce que c'est trop risqué pour eux. Donc évidemment, en faisant des histoires de 301, on pouvait récupérer le même article pendant plusieurs jours, voire semaines avec le même contenu parce que on faisait voilà. Et puis à un moment donné, ça saute. Pas parce que c'est pas autorisé par Google, tout simplement. Si tu rajoutes des mots, tu as le droit de faire la 301, simplement parce qu'à un moment donné, ton contenu a trop perduré dans le temps. Donc ça, c'est une petite astuce pour, avec un contenu, essayer de durer le plus longtemps possible, et ça marche de moins en moins. Par contre, c'est de faire un contenu de qualité. Le seul discours, il est là, c'est vraiment donner t'es un journaliste, tu dois apprendre à ton lecteur. Mais au final, c'est pas qu'on tourne en rond, mais la base est toujours là. C'est t'as un persona. Quelles sont ses problématiques, comment tu peux l'aider à résoudre et à répondre à toutes ces questions. Tu as le cocon sémantique qui part de là, Discover il part de là, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que Discover c'est de l'actu, mais c'est de l'actu plus large, c'est l'air du temps, c'est l'hiver. Dire comment éviter d'être enrhumé, c'est une actu, tu vois, ou ces 3 huiles essentielles, je sais pas, je suis un site qui vend des huiles essentielles, ces 3 huiles essentielles feront en sorte, c'est pas le bon titre, mais feront en sorte que vous allez jamais avoir de rhume cet hiver, ça va être génial, et ainsi de suite, tu vois. Et ça c'est cool parce que du coup ça laisse la place. Parce que moi au début je pensais que dans Discover il y avait que des médias, que des CNews, que des machins, et du coup il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de médias. Parce que c'est de l'actu beaucoup, mais ça montre quand même qu'un site e-commerce, qui, comme tu l'as dit avec l'exemple des huiles essentielles, peut quand même arriver sur une thématique médiatisée et se positionner au sein des autres médias. C'est beaucoup moins facile pour le serrurier à Paris. C'est clair. Mais le e-com qui vend sur une théma, voilà, des croquettes pour chiens, qui vend, je sais pas, ne serait-ce que des radiateurs ou des pompes à chaleur, il y a quand même tout ce qui va autour de la pompe à chaleur, l'écologie, le froid, le chaud. Tu vois, t'as toujours moyen de tourner, mais du coup, tu prends une section de ton e-commerce qui devient un média. Et là, tu dois. C'est intéressant. Et de toute façon, il faut tendre vers ça pour aller. En plus, ça rejoint les comptes TikTok. Et c'est hyper important. Moi, j'ai réussi 2 fois à faire un Discover. Pour info, pour ceux qui écoutent, tous les sites ne sont pas sur Discover d'office, mais il suffit d'aller sur la Search Console et il y a écrit Discover en grand si vous êtes dessus. Mais si vous ne faites rien, il est extrêmement rare que vous rentriez dans Discover, ou alors vous avez une petite pointe.
Généralement, vous avez même pas l'URL en dessous qui a popé, donc vous savez même pas ce que c'est. C'est juste que Google a testé. D'un coup, et le lendemain, Voilà. il y a plus Comme rien. le contenu n'est pas optimisé, évidemment, vous n'êtes pas resté et il redescend. Ouais. Mais n'importe quel site est éligible en théorie à Ah ouais, bien Discover sûr. et peut rentrer dedans. Ouais. Faut juste, c'est une longue. Pour moi, c'est un job à plein temps. C'est même plus du SEO. Ah, mais c'est du média. Ouais, c'est C'est du média, ouais. Si je Ouais. donne l'exemple concret, nous, l'un des articles sur lequel on est arrivé en Discover, c'était sur le CPF quand il est arrivé. Donc, au moment du CPF, avec la mentor, on avait fait un gros article sur attention aux arnaques avec Ouais. le CPF, sur les arnaques du Mais CPF. Quand complètement. tout le monde commençait, les Ouais. formateurs à 2 balles à Dubaï qui c'est ça. ont fait un sur dropshipping, on a dit vraiment attention aux arnaques et on a fait vraiment un article qui était très actuel et c'est presque un journaliste qui l'avait écrit, je crois, et c'est vraiment, tu vois, ça rejoint. Voilà, ces 3 points vous indiquent qu'il s'agit d'une arnaque, quoi. Ouais. Tu vois, au CPF, Ouais. ces 3 points qui vous certifient d'avoir affaire à une arnaque, tu vois, ce genre de truc. Mm. Ouais, complètement. T'es dans l'air. T'es dans l'air du temps, t'es dans l'actu, tu donnes une vraie info, mais c'est un boulot journalistique. Ouais. Bien sûr. Et on peut encore truander Discover. Et encore heureux qu'à chaque fois on peut truander, mais si t'es vraiment une marque, l'idée c'est vraiment de bosser qualité de contenu. Mais ça va avec le branding de tout à l'heure, parce que contenu Discover égale vidéo, égale short, égale diffusion sur Insta, TikTok, YouTube Short, et tout ce qu'on veut, et Twitter et machin. Et en fait, ça va avec le fait de fournir un contenu vraiment informatif à ton internaute, beaucoup plus que juste un contenu comment faire ceci ou pourquoi faire cela, quoi. Ouais. C'est vrai que je pense, mais peut-être ce sera le mot de la fin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus forcément penser SEO. Je pense que je vais résumer un peu ce que dit Elliot. Mais penser média, en fait, et penser à comment, pour grandir, on peut créer un vrai média. Alors, ton média, ça peut très bien marcher sur Discover. Je pense qu'il faut tous qu'on se forme un peu là-dessus. Mais ça peut aussi marcher sur TikTok, Bien sur sûr. YouTube. C'est vraiment comment transformer ton site de vente en ligne en un véritable média. Et c'est comme ça que tu vas t'imposer, que tu vas devenir une vraie marque. Et que sur le long terme, vraiment, tu vas avoir des résultats. On peut se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Très bien résumé. Merci Elliot. Franchement, merci merci pour à vous. cette masterclass. C'était super cool. Un de mes épisodes préférés. J'étais Bien hyper d'accord. focus ouais. du début à la fin, même en fin de journée, tu vois. Donc, Ouais. Il nous a réveillés. ouais, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu d'Orléans pour venir. On a hâte de partager ton épisode avec notre communauté. C'était top. Merci à tous. Merci à Tot encore une fois. Merci à tous. Merci à Tot. N'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine édition. S'il y en a encore du SEO by Il y en Ness. aura On plein aimerait d'autres. que cet événement de qualité perdure. C'est un événement qui permet de mettre en avant cette communauté SEO que je trouve très belle, même si on peut dire ce qu'on veut parfois sur certains réseaux. C'est une belle communauté et il faut qu'elle continue de vivre. À très vite. Complètement. Merci. Merci à tous. beaucoup. Ciao.